La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez Le 7ème œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Quoi de mieux pour démarrer l'année qu'un thème de circonstance, puisqu'aujourd'hui on va parler du temps. Le temps au cinéma, au sens dont on le perçoit en tant que spectateur ou dont il est perçu par les personnages. Le temps manipulé par le montage ou ressenti dans la narration. On va aujourd'hui questionner le temps au cinéma sous plusieurs facettes. On commence l'année seulement tous les trois. Pas d'invité ce mois-ci, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura un le mois prochain, on n'en dit pas plus. En attendant, je suis avec Gauvin et Dorian, l'imprévisible et la puce du 7ème œil. Comment ça va les petits potes? Alors toi tu es la puce du coup. Ah, c'est ça. Moi c'est l'imprévisible comme il y avait écrit sur Instagram. Oui, bien joué si vous avez lu les Et toi petits posts. Nina, ça va super? Moi ça va nickel. Toi tu es qui déjà? Je suis la MC. Donc pour cet épisode, comme d'habitude, on a sélectionné 4 films dans lesquels le temps prend une place centrale. On a sélectionné 2 films de Robert Zemeckis, Retour vers le futur 2 et Le drôle de Noël de Scrooge, 2 films d'un cinéaste qui s'est intéressé au temps dans différents médiums étant donné qu'on a là un film en prise de vue réelle et un film d'animation. On va également parler d'Un jour sans fin de Harold Ramis et enfin d'Interstellar. Parce que ça fait plaisir à Dorian. Oh oui. Et que le temps c'est quand même un thème cher à Christopher Nolan. Comme chaque mois, on va tour à tour disséquer ces films autour d'une problématique que voici. Dans quelle mesure le temps nous fascine autant qu'il nous effraie? Pour entamer ce 4e épisode du 7ème œil, je propose qu'on commence directement avec le film le plus culte et le plus ancien de la sélection, Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis. On est de retour? On est de retour. Vous voulez dire qu'on est dans le futur? Nous sommes au mois d'octobre 2015. Marty, on va pouvoir assister à notre mariage. Waouh. Le futur. De retour en 1985, Marty se remet à peine de ses émotions que le doc est de retour du futur. Il emmène Marty et Jennifer avec lui pour éviter que leur fils, Marty Jr., ne fasse un choix qui aura des conséquences désastreuses sur l'avenir. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et l'arrivée de Marty en l'an 2015 aura des conséquences sur l'an 1985. Dorian. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Retour vers le futur 2 avec notre problématique? Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments intéressants pour répondre à ce qui nous effraie, à ce qui nous fascine dans la représentation du temps au cinéma? Déjà, je pense qu'avant de partir sur Retour vers le futur 2, il est important de parler du premier Retour vers le futur, parce que pour le coup, ils sont liés. Donc dans le Retour vers le futur 1, on a vraiment Doc et Marty, du coup, ils découvrent la DeLorean et tout ça, comme quoi ils peuvent voyager dans le temps. Et ils voyagent dans le passé. Du coup, il y a une erreur qui fait qu'ils vont dans le passé. Et la mission de Marty, c'est que son père et sa mère puissent tomber amoureux pour qu'ils puissent exister. Le problème, c'est que les actes ont des conséquences. Oui, c'est ça. Vraiment, oui. C'est ça. Et le problème, c'est que certaines actions de Marty, il va faire en sorte que il va un peu modifier le cours du futur. Donc son but, c'est de vraiment réparer son erreur en faisant rencontrer son père et sa mère pour qu'ils puissent exister. Tu peux remonter le temps. C'est quand même un fantasme de pouvoir voyager dans le temps qui est assez connu. Et à part une DeLorean en plus, donc c'est plutôt stylé. Donc c'est plutôt fascinant de pouvoir faire ça. Mais c'est terrifiant parce que pour le coup, avec les erreurs qu'il fait, l'impact est considérable parce que ça met en péril son existence. Donc voilà pour ça. Et dans la deuxième partie, on va s'accentuer du coup plus vers le futur. C'est-à-dire on va aller dans le futur, dans l'année 2015 je crois. En fait, ce qui va être un peu plus intéressant dans le Retour vers le futur 2, c'est que là où dans le Retour vers le futur 1, ça touchait ceux qui ont provoqué le voyage, c'est-à-dire Doc et Marty, c'était eux qui étaient en danger. Dans le Retour vers le futur 2, c'est différent. C'est des gens qui n'ont rien à voir. C'est des gens qui sont innocents, qui sont victimes, c'est-à-dire le père de Marty qui va être tué et la mère de Marty qui va être prisonnier de Biff du coup. Donc là, c'est un peu plus riche parce que c'est un peu plus cruel. Parce qu'ils n'ont rien demandé et c'est eux qui vont être victimes du temps. Ce monde qui va être transposé dans chacune des temporalités avec l'horloge, le coffee shop. On va toujours avoir je crois que c'est la famille de Biff ou un gamin qui va harceler la famille de Marty, qu'on va revoir dans chacune des temporalités. On va avoir la même mécanique, la même structure, les mêmes petits éléments qui vont se répéter plusieurs fois, qui est assez ludique. On va avoir les conséquences du futur. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus terrifiant dans le 2 que dans le 1, parce que Biff
a réussi à avoir l'almanach, du coup, qui est le bouquin qui peut avoir les résultats sportifs de 1950 aux années 2000. Et grâce à ce bouquin, il peut faire des paris sportifs et s'enrichir. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est enrichi, il s'est bâti un empire, ça va creuser les inégalités. Donc lui va devenir de plus en plus riche et le reste des citoyens vont devenir de plus en plus pauvres. C'est pour ça que quand Marty va revenir dans sa temporalité, tout va être délabré, tout va être... la pauvreté, on va sentir un peu plus la pauvreté. Voilà, après Retour vers le futur 2, moi je trouve je le préfère parce que je le trouve très riche. En plus on se sert même du premier Retour vers le futur justement pour pouvoir réparer ou corriger tout ce qui s'est fait pour pouvoir corriger le futur tout simplement. Donc voilà, franchement pour moi les années 90 2000 c'est vraiment l'âge d'or de Zemeckis. En l'occurrence il a fait Forrest Gump tout ça et Retour vers le futur les trois, même si je suis un peu moins fan du 3 mais que j'adore quand même, les deux premiers restent des chefs-d'œuvre, donc voilà. Pour moi, Retour vers le futur 2, c'est surtout intéressant sur un point de vue qui est un petit peu discret, un petit peu mystérieux même. Surtout qu'il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, surtout en le revoyant. C'est la scène finale où tout est réglé, voilà, tout va mieux. Et on voit Doc qui tient le journal du jour avec marqué Emmett Brown fini en asile, enfin à l'asile. Puis ça change en Emmett Brown est récompensé. Et là, pour moi, on a vraiment tout l'intérêt du film, c'est que on ne sait pas exactement de quand il tire ce journal et pourquoi est-ce qu'il avait marqué qu'il était mis à l'asile. Est-ce que ça datait des événements que Marty avait produits avec Biff et compagnie, ou est-ce que ça datait du début du film? Et en fait, est-ce qu'il n'aurait pas fait tout ça par pur égoïsme en ne voulant pas finir à l'asile? Contrairement au premier film où là on est sur une erreur pure qui fait qu'il faut s'en sortir, il faut réussir à sortir de cet événement. En fait, c'était une expérience plus qui a mal tourné. Là, pour moi, dans Retour vers le futur 2, on est sur un égoïsme de la part de Brown qui est caché par l'égoïsme de Marty. Parce que Marty, voulant se faire un petit peu d'argent, etc., prend l'almanach, donc on s'intéresse à ça et on se dit « Mais Marty, enfin, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas foutre tout le monde dans la merde. » Mais pourquoi est-ce que Emmett, dès le début, voulait corriger l'avenir de Marty et de ses enfants, alors qu'il le dit lui-même, on ne doit pas utiliser la machine à des fins personnelles. Ah, mais lui, vu qu'il lui arrivait quelque chose, il dit je vais me sauver, mais du coup ça va... Bah ouais, c'est ça. Ça va impacter Marty, la vie de Marty, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est un pur égoïsme. Et pour moi, là, on a un vrai intérêt dans ce film qui est plutôt discret, qui est un petit peu la temporalité et l'utilisation du temps incite forcément à l'égoïsme. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui Surtout que dans le 3, même si ça vient d'une erreur, Marty du coup va être obligé de... Enfin, il va se sentir obligé d'aller l'aider. Il va aller l'aider, donc c'est encore de l'égoïsme. C'est encore de l'égoïsme. Et en plus, on a Emmett qui décide d'aller vivre à cette époque, alors qu'il sait lui-même qu'en allant vivre à cette époque, il va créer des différences dans l'histoire. Bien sûr. Donc pour moi, dans le 2, on a un début de cette preuve que le contrôle du temps amène vers le propre de l'homme qui est grappillé. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé cette morale. Après voilà, je trouve que le film est un peu vieilli, mais c'est pas le sujet. C'est vrai que moi je préfère le 1 et le 3, mais voilà. Okay. Ah, c'est marrant, c'est vraiment pour ça qu'on t'a appelé l'imprévisible du 7e œil, c'est que moi c'est vraiment pas le truc du tout que j'avais vu, mais effectivement il y a pas mal de moments devant le film où je me suis dit il y a des incohérences, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre et je sais pas comment, tu vois, il y a des moments un petit peu, voilà, on parle de paradoxe temporel où pour changer le passé il faut changer le futur. Moi je trouve vraiment clair. Là-dessus c'est clair. C'est un truc familial quand même, c'est un film familial. Ouais, donc bien je trouve sûr, vraiment mais là clair où je trouve les incohérences, c'est effectivement pourquoi Doc au début du film revient voir Marty et lui dit tes enfants sont en danger. Ouais. Et il lui dit juste, là, il faut que tu ailles, voilà, donc c'est ce qui se passe au début, dès qu'il arrive en 2015, là, tu vas te faire passer pour ton fils Marty Junior, et tu vas dire non quand le petit-fils de Biff va venir te dire de le rejoindre, je sais pas quoi. Et en fait, on sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas pourquoi son fils est en danger, parce qu'on voit juste que dans le journal, le fils va être mis en prison, arrêté par les flics, et c'est pas si grave. Mais après, on sait que les du coup, flics c'est ça sont beaucoup plus agressifs depuis qu'il n'y a plus d'avocats. Mais est-ce que ça vaut la peine à ce point-là, tu vois, de sauver le gamin qui va, il va pas finir beaucoup de temps en prison, il sera peut-être pas en prison. Il va peut-être mourir même. Justement, c'est ce que dit Emmett à ce moment-là, c'est que depuis qu'il n'y a plus d'avocats, c'est vachement expéditif les jugements. Ouais, mais... Donc, mais moi, je suis d'accord avec toi et en même temps pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça aurait pu être grave, il aurait pu mourir le fils. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est est-ce que ça vaut de devoir changer l'avenir et d'utiliser une machine à manipuler le temps quoi qu'il arrive, c'est égoïste. C'est purement égoïste. C'est égoïste, même si c'est pour sauver son fils, où ça se comprend peut-être plus et c'est moins de l'égoïsme que Emmett Brown qui veut se sauver lui-même de l'internement, où là c'est autre chose. Et peut-être que c'est cet événement-là du fils de Marty qui se fait arrêter qui va avoir du coup des conséquences sur Emmett Brown qui peut-être dans la réalité, le président de 2015 veut sauver Marty Junior et du coup va se faire interner parce que on sait pas, enfin voilà, les choses
en emmenant à d'autres font qu'il se fait interner parce qu'il a sauvé Marty Junior. Enfin bref. Mais effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Et je Ouais. pense que ça résout cette incohérence-là Ouais. que j'avais en voyant le film. Donc Ah. c'est rigolo. Après, là, pour rebondir sur ce que tu disais, Dorian, c'est très clair la vision du temps dans ce film. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, hein, et j'ai toujours trouvé que c'était un peu stupide, comme un Parce peu que c'est niais. familial. C'est familial. Je trouve qu'on peut faire familial et beaucoup plus clair et beaucoup plus logique. Par exemple, alors c'est bien plus récent, mais tout bêtement, si on parle d'Avengers Endgame, on nous parle de lignes temporelles et de façon dont il peut y avoir plusieurs réalités simultanées. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique d'avoir, par exemple, une séparation à un point donné, parce qu'on a décidé de faire un nouvel acte, de revenir dans le passé et de créer un nouvel acte. Séparation dans la ligne temporelle qui fait qu'on a deux lignes temporelles, l'ancienne où le futur est ton passé, et la nouvelle avec ce nouveau futur. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas coexister? Alors que là, on a le problème de ces aberrations temporelles, t'as l'ancien McFly qui est là, mais qui est au futur, et puis il faut pas croiser son ancien. En plus, on nous dit qu'on pourrait mourir du jour au lendemain si on croisait son soit du passé ou du futur, alors qu'on voit très bien la meuf de Marty qui se rencontre elle-même et tout va bien. Parce que je pense que la structure est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui s'est passé dans une temporalité, et tu dois aller dans cette temporalité pour la régler. Ça tient que juste dans ça. Et ça va pas plus surtout loin. qu'il n'y a qu'une seule ligne temporelle dans Ouais, Retour c'est vers ça, le Oui, futur c'est 2. que ça. temporelle. Mais Et je en vois pas fait, pourquoi ça serait moins logique qu'il y ait plus, enfin que ça soit plus logique justement qu'il y ait Parce plusieurs que- lignes temporelles. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite parce que j'y reviendrai sur Interstellar, mais il y a des théories dans la physique quantique qui disent que le temps et l'espace ne sont qu'une seule et même chose, que le temps n'est que la déformation de l'espace. En gros, quand quelque chose pourrit, on voit le temps avancer, mais quelque chose pourrit par l'action et les vibrations de ses propres atomes et des atomes qui arrivent sur lui. Donc si tu déformes l'espace, tu peux modifier aussi ton temps. Donc, si tu arrives dans le passé, que tu modifies l'espace pour arriver dans le passé, en fait, ce qui s'est passé avant n'était qu'un espace qui avait une autre forme. Donc, ce qui s'est passé après, mais dans le futur, mais qui était avant toi, parce que toi, tu as voyagé dans le passé, en réalité, ton futur, c'était ton passé. Mhm. Donc, en fait, tu peux pas avoir de réel voyage dans le temps avec cette théorie-là. Tu peux qu'avoir un voyage qui te ramène dans une époque qui est conforme à ce que c'était avant. Mais on y reviendra dans Interstellar, j'expliquerai plus en détail ce truc-là. ok. Parce que c'est ça qui, pour moi, est un peu flou. Parce que notre théorie, là, notre problématique, c'est de parler du temps et de la fascination du temps et de la peur du temps et compagnie. Et pour moi, Retour vers le futur représente le temps d'une manière qui est vachement désuète aujourd'hui. Et ça fait partie des choses qui font que je trouve que le film a vieilli. Mais est-ce que les théories de physique quantique sur le lien entre le temps et l'espace, c'est des théories qui sont post-1989 Notamment, on en parlait déjà avant, mais ce qui était le plus répandu, c'était de parler du fait qu'il pourrait y avoir des aberrations temporelles en voyageant dans le temps. C'était totalement raccord avec les théories de l'époque. Et D'accord. c'est pas un problème. Ok, ouais. Et les choses évoluent avec le temps et c'est Mhm. comme ça. Et j'ai rien contre. Mais Ouais, c'est le vrai film que est du plus coup- d'actu en fonction Ouais, c'est ça. des théories. Après, on reste sur du voyage dans le temps, ça n'existe pas. Donc, Après, moi, c'est pas ça qui me pour dérange. l'instant, ça n'existe pas. Ok, il On faut peut se pas, baser sur la physique quantique qui est quelque chose de réel, de scientifique, mais après ça reste un film en soi. Genre, on Bien n'est sûr, pas, non, mais on n'est bien pas sûr. obligé que ça respecte vraiment. Là, on va pas avoir un documentaire ou quoi que ce soit. Si pour moi le film est logique dans sa narration ou dans sa structure, moi ça me suffit. Genre, j'ai pas besoin de savoir toutes les théorèmes, tout ça, toutes les règles de physique quantique. Pour moi, si ça me convient, si c'est logique et si c'est crédible, moi ça me va en vrai. Et pour moi, ça manque un peu de logique. Tu trouves? Ok. Ouais, parce qu'en fait, on nous présente dans Retour vers le futur 1 Doc comme le savant fou qui a réponse à tout. Mhm. Parce que voilà, on est dans ce film familial où le scientifique, il sait tout. Et il nous apprend des choses dans Retour vers le futur 1 et même au début de Retour vers le futur 2 qui se montrent étant fausses. Puisqu'on a des exemples, notamment comme je disais, avec celle qui se rencontre elle-même, qui montre que l'univers va pas exploser. Mhm. Alors que Doc arrête pas de dire, bon, il y a une potentialité légère minime que tout explose. Et ça n'arrive pas. Donc moi, je veux bien y croire, à condition que le film respecte ses propres codes, ou alors qu'on nous fasse comprendre. Et potentiellement, c'est ce qui a été fait discrètement avec ce journal qui nous montre qu'il part à l'Asie, etc. Qu'en fait, Doc ne sert peut-être que ses propres intérêts lui aussi, et qu'en fait, il a dit ce genre de choses juste pour que le Ouais, plan c'est se déroule possible. bien. Mhm. Et là, j'ai rien contre, Ouais. mais du coup, j'aime bien partir sur cette théorie-là où Doc, potentiellement, est un scientifique, mais aussi quelqu'un qui est un humain, quoi, et qui peut-être a menti à Marty, a dit des choses. C'est intéressant servirait en vrai, à son de propos, voir quoi. ça comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur Non, ça va. Retour vers le futur 2 Je pense que Retour vers le futur 2, il s'approche un petit peu d'Interstellar sur un point, contrairement aux deux autres films, c'est qu'on parle vraiment de voyage dans le temps. Mm. Alors que du coup, les deux autres films parlent plutôt de comment fonctionne le temps. Et Ouais. c'est là où ça m'intéresse plus. Il Moi, y a quand je un de peu plus science, de...
de contrôle. Dans Retour vers le futur, le temps est contrôlé. Ouais. Tu peux contrôler le temps avec la DeLorean, avec le voyage dans le temps. Et comme Dans Un jour Interstellar. sans fin, c'est l'exact inverse. Ouais, C'est que t'es coincé. D'ailleurs, on va y venir. Oui, on peut Mais passer on directement peut à ça. passer à Un jour sans fin. Mais effectivement, dans Un jour sans fin, t'es coincé dans le temps. Le temps décide. Enfin, on est coincé dans le temps tous les jours. Enfin, le temps décide. Nous, on décide pas du temps. Mais dans Un jour sans fin, c'est vraiment une prison. Et dans Scrooge, c'est un dialogue avec le temps. C'est le temps C'est très vrai. le temps est un personnage. Et dans Interstellar, c'est un peu différent. C'est un peu plus. Ouais, pour moi, ça se rapproche de Retour vers le Il y futur. a un peu des deux. Il y a à la fois le temps est une prison parce que bon, on y viendra, mais il y a une planète quand même qui fait que on est coincé dans le temps et dans l'influence du temps et dans justement la rapidité du temps sur le reste de l'univers. Et en même temps, on peut un peu le contrôler aussi parce qu'on sait comment faire pour ne pas vieillir On en connaît la quelque théorie sorte. des cordes, ou- quoi, c'est tout. Voilà, donc il y a des choses qui se passent. Ben, on va commencer par passer à Un jour sans fin, si ça vous va. Il est prisonnier d'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Phil, Ned, Ryan. Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster? Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir en cuisine. Voici enfin le jour J. Encore. Au début, c'était vraiment l'angoisse. La marmotte s'appelle Phil. Oui, Comme Comme Phil. le personnage Et principal. comme par hasard, la marmotte prédit le temps. Exactement Et comme lui prédit Phil- la météo. Il peut il recommencer le temps et prédire du coup il ce qui va se annonce. passer en revivant ce qu'il a Mais vécu. c'est fou ce qui se passe. Ouais, t'en fous, ok. Non, je m'en Ok, fous ok. pas. Mais d'ailleurs, c'est à toi de nous présenter ça. Oui, mais je vais lire le synopsis d'abord. Dis-nous. Phil Connors, présentateur météo cynique, se rend comme chaque année en Pennsylvanie dans la modeste ville de Punxsutawney. Dorian, essaye C'est de un dire nom qu'on Punxsutawney. doit pas dire. Vas-y. Punxsutawney, Punxsutawney. yes. Bien joué. Let's go. Comme chaque année, il doit couvrir le jour de la marmotte. Toute la ville se réunit autour de la prestation. Si la marmotte, qui s'appelle Phil également, voit son ombre, l'hiver sera plus long. Phil Connors attend avec impatience la fin de la journée pour partir, mais à sa grande surprise, le jour de la marmotte se répète le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Quand prendra fin le pire jour de l'année? Et Un jour sans fin, c'est un film auquel j'ai assez vite pensé quand on a parlé de faire un épisode sur le temps. Parce que là, comme je le disais juste avant, le temps fonctionne comme une prison. Et il y a une espèce de point A à un point B, donc le lever et le coucher, qui se répètent en boucle. Donc il n'y a jamais de suite. Et là, le temps coince le personnage et c'est assez terrible. Moi, ce que j'adore dans ce film, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que même pour nous, le temps, on sait absolument pas combien de temps ça dure, quoi. Et c'est Oui. génial. Il y a tellement d'ellipses et tellement de preuves que ça dure longtemps parce qu'il dit certaines phrases qui te font te dire que putain, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne à faire de la sculpture sur glace, etc. Et en fait, même nous, on sait absolument pas combien de temps ça dure, quoi. Oui, ça peut peut-être faire des années, hein. On se rend pas du tout compte. Et il l'a dit, hein, que ça faisait au moins 6 mois, un moment. Au moins 6 mois. Ouais, bah il y a un moment, il dit il te faudrait 6 mois pour apprendre ça. Et de l'autre qui fait mais comment tu sais ça? J'ai mes raisons. Ouais, ça fait En longtemps. fait, ça fait au moins 6 Surtout mois. à la fin, Ouais. quand tu vois qu'il connaît autant de gens alors qu'on les a pas vus, on n'a pas vu la Oui, progression qu'il y a eu avec ces il gens. connaît toute Donc, la vie de C'est tous bien, les les livres te fait figurants. comprendre que ça dure du temps. Enfin, vraiment. Ouais. C'est assez fou. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux formes de temps qui se rencontrent dans Un jour sans fin. C'est qu'il y a le temps au sens du début de la journée à la fin de la journée, mais aussi le temps au sens du temps qu'il fait. Parce que la météo, ça fait Oui. quand même partie du film. Puis l'hiver aussi. L'hiver, énormément. le personnage parle du temps. Le temps, c'est son métier, mais le temps au sens de weather et pas de time. Mais là, c'est intéressant parce que pour répondre à la problématique, la fascination et la terreur se confrontent constamment. À la fois, Phil Connors, il est fasciné parce que très vite, il se rend compte qu'il peut faire pas mal de choses et contrôler les gens. Et là, on part sur un peu autre chose, mais il va essayer de séduire, par exemple, sa collègue. Et jour après jour, il va apprendre des choses sur elle, il va comprendre quelles études elle a fait, qu'est-ce qu'elle aime, manger, boire, enfin voilà. Et du coup, copier le personnage. Bon là, c'est à ce moment-là que je trouve que le film a un peu vieilli, parce que je pense qu'à l'époque, on se rendait pas compte aussi du malaise que ça pouvait produire. Je trouve que si. Tu penses? Bah justement, Je sais pas, on j'ai nous l'impression montre que à le quel film, point c'est gênant et à quel point il en devient terrifiant en fait. Et on nous le montre bien, je trouve. Bah que- toi, tu le perçois, mais je suis pas sûre que ça Moi, je suis soit... pas sûr. Moi, je pense que. Bon, parce que qu'on en a pas parlé, c'est qu'à un moment donné, il essaie d'être un peu trop imprenant, un peu trop rapidement, parce qu'il sait que C'est ça, ouais. dans tous les cas, sa journée va repartir, donc il faut qu'il se dépêche Mm. de finir ce qu'il a à faire dans ses journées, sinon ça va Ouais. recommencer, il va devoir tout recommencer à zéro.
Donc en faisant ça, à un moment donné, bon, il séduit un peu sa collègue, mais un peu trop, genre. En Oui. mode, on Il est. est La scène force. où il tombe dans la neige et où elle Ou même le avant- regarde non, avec je crois que c'est dans la tellement maison. de- Oui, mais il y a ça, il y a dans la maison aussi. La première fois où justement il réussit à la séduire pour la première fois, il voit qu'il est proche du but, mais elle a pas trop envie, genre. Oui, ce non. Elle a fait, pas mais trop si, envie. vas-y, on profite Et de la, c'est de la soirée. enfin, c'est une Moi, je trouve C'est ça une excellent. agression, agression, ouais, c'est c'est une clairement une agression, agression, quoi. clairement. Donc bon, c'est bizarre. Alors je sais pas si c'est voulu. Moi, je pense plutôt que ça vient de l'époque en vrai, parce Peut-être qu'on que est quand même c'était plus dans de les années l'humour à 90, peut-être. Mais Mhm. c'est vrai que là, on le regarde maintenant, c'est un peu plus choquant, j'avoue. Oui, bon, le personnage n'est jamais valorisé pour ce qu'il fait. Il est jamais valorisé. C'est ouais. jamais. Mais voilà, t'es quand même il fait censé jamais avoir de le bien. l'empathie envers lui. C'est compliqué d'avoir de l'empathie tard. envers une personne qui. Enfin, Ouais, c'est délicat parce que c'est vrai qu'au début, c'est un personnage qu'on déteste. Enfin, Ouais. Il est absolument cynique et il est aigri, il est un peu aigri comme et- Scrooge d'ailleurs. Ouais, Ouais, carrément, effectivement, ouais. Mais, En même temps, mais un petit peu à comme dans petit. Scrooge, il est puni par cet événement pour ce Ouais, mais personnage qu'il est. avant, oui, c'est ça. Oui. Effectivement. Ouais, voilà. Non, j'allais te contredire, mais t'as dit autre chose. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est fou. Et du coup, il y a cette fascination-là qui n'est plus tard, mais on commence d'abord par la terreur. Au début, il est vraiment. Il est terrifié par ce qui se passe, enfin, il comprend pas ce qui lui arrive. Tous les jours, le pire jour de l'année, parce que ça le fait vraiment chier de venir à Punxsutawney pour le jour de la marmotte, et donc il est terrorisé. Petit à petit, il apprivoise un peu le truc. Il finit par être un peu content. Oh, Et après, très tard. tard. Ouais. Et après, ça s'inverse. Et Mm. une fois qu'il arrive à s'échapper du truc, et d'ailleurs, je sais pas si on est trop dans une histoire de. Bon, là, on spoil, mais je sais pas si on est un peu dans un conte de fées, mais c'est une fois qu'il a fini par embrasser et par séduire vraiment complètement Mm. sa Ouais, collègue. Ça fait un peu conte de fées, ouais. Ça fait un Mm. peu conte de fées, quoi. Moi, je Donc, pense pas. Tu Ah ouais penses pas Ouais. Tu penses que c'est à cause de ça que la malédiction s'arrête ou c'est à Non, cause je d'autre pense chose pas. En fait, Vas-y. moi, mon point de vue sur le film, c'est que déjà, pour parler, le sujet c'est la terreur et la fascination pour le temps, je trouve que c'est super intéressant, et c'est que dans ce film-là que j'ai vu ça, ce moment où il devient un peu, enfin un peu, non, totalement là, en fait. Il est vraiment dans une situation où il a accepté son sort, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de fascination, et tous les jours, il les vit. Il fait des trucs différents. Quand il va chercher l'argent dans le coffre de la voiture, enfin, du camion de livraison, il calcule tout, voilà. Aucune peur, aucune. En fait, même- pour moi, ce film, c'est un éternel paradoxe. En fait. C'est-à-dire que, bon, déjà, la problématique qu'on a, c'est un paradoxe. Terrifiant, fascinant, c'est un paradoxe. Mais en fait, le film en soi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'au début, il est terrifié, mais à un moment donné, il va kiffer. Il va être fasciné, il va kiffer. Et à un moment donné, il va être résilié. Parce qu'en mode, bon, bah, j'arrive pas, donc du coup, je vais profiter. Et à la fin, on se rend compte que, bah, même s'il est sorti, enfin, il est sorti de la boucle et on se pensait qu'il était heureux quand il était dans la boucle, et bah, on se rend compte qu'en fait, le fait de pouvoir sortir cette boucle et de pouvoir vivre à nouveau, bah, c'est ça qui le rend vraiment heureux. Donc c'est vraiment une sorte des paradoxes qui se enchaînent qui est assez intéressant, je trouve. Et par contre, on se rend compte que, bah, on perd un peu du charme de la vie, de plus avoir de spontanéité et que de te dire qu'il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que tu fais des actions, t'as pas de conséquences derrière. Même la mort, ne peut pas arrêter ça. C'est-à-dire qu'il peut mourir éternellement, il reviendra toujours au point zéro, il sera toujours vivant. Et ça enlève du charme, même quand par exemple quand il séduit tout simplement son collègue, bah il revient toujours à zéro. Quand il a fait une connerie et il a dit un truc qu'il fallait pas, bah d'ailleurs il joue avec l'humour, et l'humour des fois est bien géré, justement quand il se rend compte qu'il a fait une connerie et directement en cut, tu as la même scène, c'est bien foutu. Mais voilà, ça perd de la spontanéité, ça perd de la vie, enfin vraiment tout ça. Du coup, vu que j'avais pas terminé, Pardon. c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Du coup, pour moi, il y avait ce truc de la résignation que tu as cité. Et en fait, pour moi, c'est là que la malédiction se brise. Pour moi, en fait, au moment où il se résigne et où en fait la relation avec cette femme dont il est amoureux se fait d'une manière la plus naturelle possible parce qu'il s'est résigné au fait de la draguer. Et en fait, à ce moment-là, la malédiction se brise. Et pourquoi ça? Parce que c'était juste un long hiver. Parce que Phil a regardé son ombre le matin. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, ça se serait forcément arrêté. Mais ça s'arrête pile au moment où il s'est résigné. Parce que c'est Ouais, juste c'est vrai. un long hiver, quoi. Ça s'arrête un hiver à un moment. Après, on passe au printemps. Et à la fin, d'ailleurs, on voit bien qu'il est résigné. Parce que comme tu disais, la vie est moins savoureuse. En fait, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il emménage à Punxsutawney. Voilà, En fait, en emménageant là, il y a un peu ce truc de j'ai appris à vivre de ça, je m'en suis satisfait, je vois pas pourquoi je ferais autre chose maintenant que je suis bien comme ça. Parce que ça fait 60 ans, ça se trouve, que je suis comme ça, et ça me va comme ça. Parce qu'en fait, il y a une résignation qui est pas négative. Parce qu'il a plus peur du temps qui passe, il a plus peur de la mort, comme tu disais. Il est juste dans une situation où il veut profiter de sa petite vie bien gentille,
Ça suffit. Ouais, comme un adulte. Quoi. Un peu- il perd un peu cette âme d'enfant, mais pour une bonne chose peut-être. Bah, il perd aussi peut-être le mépris qu'il a pour les gens, parce que c'était quand Ouais, même carrément. un C'était grand aigri, de base, misanthrope hein. au Ouais. départ. Hein. Il déteste tout le Ouais. monde, il se prend vraiment pas pour de la merde, et puis il arrive à Punxsutawney. Et où finalement, ça lui a appris quelque chose d'être coincé dans cette boucle temporelle, c'est qu'il a appris à rencontrer des gens, il a appris à connaître des gens, il connaît tout le monde maintenant dans la ville. Il sait que Cindy veut pas trop se marier avec son mari parce Ouais, qu'elle carrément. elle a Il connaît peur de tout le monde, l'engagement. hein. Enfin, il connaît tout, surtout. Et Mais comme un donc petit il a vieux appris. dans sa Oui. ville, quoi. Effectivement, mais en grandissant, et c'est pas tellement en vieillissant, c'est vraiment, ouais, il a pris en maturité, alors c'est quand même un grand garçon, hein, au départ, je sais pas quel âge il a, mais il a une bonne quarantaine d'années. Mais il a appris, il a appris l'empathie, et il a appris à être un peu plus proche des gens, tout en étant, il a fallu être emprisonné finalement. C'est ce qui est un Ouais. peu Mais peut-être c'est une comme métaphore de la prison, la je ne sais scène pas. qui m'avait traumatisé enfant, c'est la scène où il veut absolument sauver ce SDF à tout prix. Oui. Il est prêt à aller le Ah voir oui. à l'hôpital et compagnie. Il pète un plomb, il dit je vais le voir, etc. Cette scène, en fait, pour moi, c'était une scène qui m'avait marqué enfant parce que je trouve ça tellement triste. Et d'ailleurs, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on va retrouver dans Scrooge. C'est ce truc de la mort des autres est bien pire que sa propre mort. Et à ce moment-là, quand il débloque cette peur, ou plutôt cette souffrance plus que peur de la mort de l'autre, il y a cette résignation qui arrive et ce truc de ok, bah la mort, c'est je vais vivre avec toute ma vie et des gens vont mourir autour de moi et autant profiter de l'instant présent, quoi. Ce qui est encore plus logique dans un film qui se passe sur une journée. Ouais. Il faut profiter de l'instant présent, quoi. Bon, il y a un côté un peu happy end, un peu. Ouais, C'est un carrément. film qui est très américain, mais ça fonctionne Puis quand le concept même est bien. stylé. Ouais. En fait, il faut pas en abuser, je pense, de ce genre de concept parce que c'est un peu facile. Est-ce que c'est pas l'un des premiers films qui Alors, explore la boucle Je sais temporelle pas, parce que- alors je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas ça a été repris. Je sais pas si vous connaissez Happy Birthday, Oui, film d'horreur. oui, bah oui, Ouais. Ah carrément. ouais, mais récemment, il y en a eu sur pas ce- mal. Hein. Ouais, sur ce code aussi avec Jake Ouais. Gyllenhaal. Il y a Palm Je connais Springs. Et surtout aussi. Edge of Tomorrow. Oui. Ça, c'est Edge of c'est vraiment Tomorrow le qui était film, super. je pense, le plus connu dans ce concept-là, en vrai. Mais Grand Dog Day, quand même pas mal connu. Hein. Ouais. Franchement, bah après, c'est peut-être C'est pas à la même époque, mais je sais avant que Edge of Tomorrow sorte, quand j'entendais parler de films boucle temporelle, c'était toujours lui, quoi. pas. Ouais, c'est vrai. Après, pour revenir sur la problématique, parce que j'aime bien à chaque fois qu'on reparte dessus, pour moi, ce qui est intéressant, contrairement à Retour vers le futur, où nous, en tant que spectateurs, on peut être fasciné, je trouve que notre fascination s'en va très vite dans ce film. Ouais, c'est Au trop départ, long. on se dit, Mm. oh vas-y, on peut faire tout ce qu'on veut, Ouais. je vais faire les pires péchés et tout, et ça ira très bien après. Et en fait, soi-même, on se rend compte que nous, ça nous reste sur la conscience, et en fait, Ouais, c'est plus terrifiant en vrai que fascinant Ouais. de te rendre compte que Ouais. t'es bloqué dans la même journée, que tu peux pas avancer. C'est victime du temps en fait. et puis victime de terrifiant. toi-même, je trouve. Ouais. Bah, en faisant des crimes, même s'ils n'existent plus, est-ce que tu vas réussir à vivre avec ça tout Ouais, Parce que quand tu vis avec toi-même. Ah, ça se trouve, t'es éternel, Là, dans ouais. Un jour sans Ça se fin, trouve, il est seul. éternel, ouais, bien sûr. Il est seul au monde parce que chaque jour, les gens n'ont pas de mémoire, donc je peux pas dire ont oublié, mais ils le connaissent pas, ce mec, tu vois. Donc Ouais. c'est Cindy qui veut pas se marier, le lendemain, le jour recommence et elle a jamais rencontré Phil Connors, quoi. Donc il est seul. Ouais. Il est vraiment seul seul, ouais, avec bien sûr. lui-même, donc c'est pas possible de faire de la merde, quoi. Parce que, ouais, et comme vous avez dit, il va s'en rappeler, quoi. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur Un jour sans fin? Non, bah moi je pense qu'on peut repartir, on peut partir sur Scrooge grâce à Tout à fait. justement cette mort de l'autre. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous allez avoir la visite de 3 esprits. J'aimerais mieux pas. Je suis le fantôme des Noëls passés. Ebenezer Scrooge, vieil homme cupide, aigri et antipathique, va se retrouver hanté par 3 esprits pendant la nuit de Noël. L'esprit des Noëls passés, celui du Noël présent, et enfin l'esprit des Noëls à venir. Au fil de ces rencontres, aussi terrifiantes que déconcertantes, Scrooge va peu à peu prendre conscience du monde qui l'entoure. Un peu comme Phil Connors, Carrément. comme on le disait précédemment. Gauvin, est-ce que tu veux commencer sur le drôle de Noël de Scrooge? Bah, étant donné que c'est mon film, oui, je vais le faire. Let's go. Le C'est drôle- ton film, c'est toi qui l'as fait? Ah ouais, je m'appelle Robert Zemeckis, enchanté. Incroyable, c'est fou. J'adorerais, hein, mais non. On a Zemeckis dans le podcast, quoi. Ouais, ah la classe. Mais non. Non, C'est non, fou. vraiment pas. Ah, ok. Le Drôle de Scrooge, c'est vraiment le film auquel j'ai pensé instantanément quand on a parlé de temps et surtout de peur du temps. Parce que c'est un film qui m'a traumatisé enfant. Voilà. Tout bêtement, les scènes qui m'ont marqué instantanément, hein, c'est le fantôme des Noëls présents, qui est un gros bonhomme très gentil et souriant, qui rigole tout le temps, qui se retrouve avec 2 enfants rachitis contre les pattes. Et le fantôme des Noëls futurs, qui est la mort, visuellement parlant, Ouais, la faucheuse. ce qu'on se fait comme représentation de la faucheuse, voilà, avec ces sortes de destriers noirs Ouais, il terrifiants. te fait peur le gros monsieur? Il me fait très très peur. Ok. Enfin, en tout cas, dans mes traumatismes d'enfant. Donc c'est pour ça que j'y ai pensé instantanément. Et en fait,
pour moi, c'est le plus intéressant. En fait, il est avec Groundhog Day. C'est un peu les mêmes réalisations qui se font à l'intérieur. Mais c'est les deux plus intéressants pour ce qui est de la fascination et de l'effroi. Parce qu'il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais c'est le passé. Parce qu'on a beaucoup parlé déjà du futur avec Retour vers le futur 2 et de cette boucle temporelle qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Mais niveau passé, je trouve que Scrooge nous montre une notion qu'on n'a pas citée encore, qui est la nostalgie, qui est quand même essentielle quand on parle de fascination pour le temps. Parce que on a ces trois fantômes. Le fantôme des Noëls passés qui nous parle de la nostalgie, des Noëls présents qui nous parlent des regrets, et les Noëls futurs qui nous parlent de vraiment la peur, l'effroi. Mais il y a aussi un quatrième fantôme que t'as pas cité, Nina, qui est le fantôme de son meilleur ami. Oui, Parce Marley. que Alors la scène. terrifiante. C'est vrai. Alors franchement, elle était vraiment, pour moi, c'est sa préférée. Genre Elle est quand très, t'entends très les bien. chaînes, et il est posé dans son fauteuil tranquille, Scrooge, Il y a un vrai côté Edgar Allan Poe, je trouve, Ouais, dans la un peu, mise en scène carrément. et de tu ça. t'entends les chaînes arriver, tu vois la porte, Les la poignée sonnettes, s'ouvrir les un peu. sonnettes aussi. Ouais, il y a ça, et après directement tu vois les blocs blocs rentrés. En vrai, elle est très bien faite, hein, genre, en Mhm. termes de tension, en termes de horrifique, c'est très bien fait, je trouve. Oui, après, forcément, on est obligé de souligner le fait que le film peut être un peu désagréable à voir. Parce que niveau effets spéciaux, c'est un débat. Voilà, Moi c'est, j'ai du mal, j'ai trop du mal. Mais moi, je trouve que les visuels et la direction artistique rattrapent totalement. En fait, En vraiment, vrai, j'ai trop du mal avec notamment ce- le fantôme des Noëls passés, je le trouve sublime, avec ce côté bougie, en fait, avec un visage humain. Non, mais en fait, Mm. c'est ça le truc, c'est en fait, on sait pas si c'est trop synthétique, c'est trop réel. En fait, C'est un peu uncanny, mais ça nourrit, je trouve. Moi, je suis assez d'accord avec Gauvin. Ça nourrit Ouais, un mais petit je sais peu pas. la terreur du truc, ouais, et en mais même le temps, côté un peu synthèse, le c'est côté un très peu humain. image de je synthèse, sais pas. bah moi ça fait penser un peu au Pôle Express. Le Pôle Express, Bah, ça, c'est oui, le ça, même oui, technique. Hein. C'est même technique. Même puis réalisateur. Ouais, bien sûr, mais du coup, le truc de voir Tom Hanks et tout ça, genre. Bah en fait, c'est bizarre parce que t'as l'impression qu'il est là, c'est tellement réel que tu le vois, mais en fait, c'est pas lui. C'est synthèse, c'est synthétique. Donc, en fait, c'est pas trop dans quel pied danser. Enfin, Ouais, genre. bah, c'est l'Uncanny Valley. Ouais, Ouais, mais c'est ça. je sais pas, Et pour moi, ça sert en vrai, le j'ai du mal propos. avec. Pour moi, ça sert. Bah, l'esthétique. dans Pôle Express, je peux comprendre. Ouais. Là, comme on n'est pas non plus dans du cinéma d'horreur hein, avec Scrooge, mais on rentre plus dans du. Enfin, le personnage a peur. Donc, tu rentres dans une émotion qui est un peu plus peut-être cohérente avec la technique, mais. Donc pour moi, au niveau du temps, il y a deux niveaux de lecture, parce que voilà, c'était juste la petite aparté visuelle. Mais on a le premier niveau de lecture qui pour moi est le plus visible. Donc on a l'histoire d'un personnage qui voit son passé et qui, en voyant son passé, ouvre ses émotions, ouvre son cœur et se retrouve surpris par le retournement de veste des fantômes qui lui montrent de plus en plus la dure réalité de sa vie et qui se retrouve à avoir des regrets et à vouloir rattraper ses erreurs. Premier niveau de lecture. Là où on a un deuxième niveau de lecture qui est spécifique au film et pas à cette histoire, et c'est pour ça que j'ai choisi cette adaptation et pas n'importe quelle autre, c'est qu'on a vraiment un côté où on en apprend de plus en plus sur Scrooge au fur et à mesure, et on s'attache énormément, je trouve, notamment grâce au quatrième fantôme qui est le fantôme de son meilleur ami. Le film s'ouvre sur la mort directe, instantanée de son meilleur ami, et en fait, dès le début, on nous dit, là, on va parler de la réalisation d'un homme face à la mort. Quand il voit son ami mourir, aucun sentiment, aucune émotion. Il est même à récupérer les pièces qui sont censées l'amener au paradis pour payer Caron et passer le Styx, en gros. Il ramasse les pièces qui sont sur ses yeux. Et en fait, on apprend que, au fur et à mesure du film, qu'il avait une femme qu'il aimait énormément, qu'il a quittée. Il avait un patron qui lui a appris tout du métier et qui est mort. Et son cœur s'est fermé de plus en plus au fur et à mesure, en sachant que c'était déjà un enfant qui était délaissé, qui n'avait pas d'amis et qui a seulement grâce à quelques personnes réussi à vivre en fait et à devenir un humain comme les autres. Et c'est très dur au niveau du temps parce que plus le temps va passer, plus il va se fermer et c'est par peur de reperdre quelqu'un à nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que son neveu, il ne veut absolument pas s'y attacher. Alors que c'est son neveu, c'est le fils de la sœur dont il dit lui-même qu'elle avait un grand cœur. Il aimait sa sœur autant que toutes les autres personnes qui ont marqué sa vie. Mais il est fermé. Et c'est en ça que on se retrouve avec ces fantômes qui sont, comment dire, des vrais poignards pour lui. Le premier lui réouvre son cœur. C'est vraiment des souvenirs, son village d'enfance. Quand il le revoit, qu'il lui dit, ce fantôme, est-ce que tu te rappelles du chemin ? Il lui dit, bah oui, bien sûr, je pourrais jamais oublier la route jusqu'à l'école, je pourrais jamais oublier ça. C'est le souvenir le plus important de sa vie, quasiment. Voilà. Quand il se retrouve avec ce fantôme assez amical au départ, le fantôme des Noëls présents, qui rit mais qui lui montre des choses assez dures, mais qu'il n'arrive pas encore à accepter sur le moment, c'est-à-dire la mort du petit Timmy, etc. Enfin, au départ, juste le petit Timmy et donc sa maladie. Il est encore un peu fermé à ça, mais c'est au moment où il apprend que le petit Timmy va mourir
que là il débloque totalement. Donc, juste petit point, Timmy, c'est le fils du Ouais, bien sûr. monsieur qui travaille avec Gary lui. Oldman, celui qui est incarné par Gary Oldman. Voilà, donc voilà, petit point. Ouais, bien sûr, le petit Timmy qui représente en fait le Scrooge qui était Scrooge à l'époque, quand il était enfant, puisque c'est ce gamin qui n'a pas de moyens, qui est fragile, qui est frêle. Parce Moi, je sens un peu sous-développé en vrai le passé. Ça aurait pu être un peu plus développé, je trouve. moi je trouve qu'on en Je sais voit pas. suffisamment pour que notre imagination travaille le reste. C'est pas la temporalité qui m'a le plus marqué en vrai. Je trouve. Ah bah non, bien sûr, mais ouais. pour moi elle est là juste pour montrer que Scrooge il s'ouvre Oui. à la quête des fantômes en fait. Puisque après on voit bien quand il voit le deuxième fantôme, le fantôme de Noël présent, il lui dit lui-même prends-moi et montre-moi, je te suis. Voilà, En fait, Mais avec le fantôme passé, on n'apprend rien. Enfin, lui, Scrooge, il apprend rien. Bah, moi, je puisqu'il- trouve il que ça aurait été revoit plus juste- intéressant de voir un peu son passé, pourquoi Bah, il en est Je arrivé suis pas là. d'accord. Ouais, Parce que moi, je là, vois en carrément fait, assez, Scrooge, ouais. il va juste revoir son passé et c'est des choses qu'il connaît déjà. Enfin, Oui, mais non, on des sait pas. choses qu'il a un petit peu mis de côté parce que, comme tu dis, Gauvin, il s'est un peu fermé parce qu'il est, j'imagine, un peu traumatisé. Et le fantôme des Noëls présents va lui montrer une réalité qu'il connaît pas, donc la réalité du monsieur qui travaille avec lui et de son fils Timmy qui est Non, moi, handicapé. je parle du passé. Ah, bien sûr, Oui, ça, bien sûr, ouais. mais c'est ce que justement Ouais. j'y viens. Et le futur, on lui montre du coup sa mort et on lui montre voilà ce qui va arriver, quelque chose de tragique et que des choses qu'il connaît pas. Le fantôme du passé, c'est le seul fantôme qui va lui montrer des choses qu'il connaît déjà et donc l'introduire au à monde la des rédemption, fantômes, en fait, à la rédemption et puis Moi, j'aurais voulu cette espèce plus- de truc hyper bizarre qui se passe et en même temps Je sais il pas. fait pas très peur le premier J'aurais fantôme. plus voulu que nous, on en sait plus parce que lui, on sait qui c'est. Mais nous, je trouve que c'est pas très. On aurait besoin d'avoir un peu plus d'empathie envers lui, genre. Je trouve. Pour aller dans ton sens, Ça n'a pas été si développé que ça, je trouve. pour aller dans ton sens, admettons on puisse en avoir plus parce qu'on veut en avoir plus. Le personnage qui a fermé la porte au fantôme de Noël passé, c'est pas le scénariste, c'est pas le réalisateur, c'est Scrooge qui, par horreur de voir ce passé, a tué le fantôme de Noël passé. Ouais, quand donc même. il veut pas. Ouais, C'est ça. d'accord. Donc même si nous on voulait en savoir plus, le personnage principal nous a fermé la porte en fait. Donc je peux aller dans ton sens en disant pourquoi pas en savoir plus. En plus c'est réconfortant cette histoire. Ouais, bien on a sûr. envie d'en savoir plus, mais lui-même n'a pas envie. Il est Ok, pas bah prêt ouais, à ça, si c'est tu voulu. vois. Ok, ouais. Ok. Et donc, à la fin, on a cette rédemption, puisque voilà, terrifié. Moi, je trouve que le fantôme des Noëls futurs a une morale qui est peut-être un peu arriérée. Aujourd'hui, on est dans un monde où peut-être que sa propre vie n'a pas tant d'importance que celle que Scrooge s'accorde. Donc peut-être que c'est un état d'esprit qui est plus du 19e siècle. Mais du coup, on a quand même cette réalisation et ce fait que voilà, il atteigne la rédemption, il veuille se faire pardonner de ses actes, etc. Et sauver le petit Timmy, ou au moins lui faire vivre une belle vie jusqu'au jour de sa mort, quoi. Et en fait, là où vraiment moi je trouve que le sujet du temps est essentiel, c'est que le temps ne peut pas fonctionner sans les autres. On vit dans un monde où tout change quotidiennement et où les personnes peuvent mourir du jour au lendemain. Et je trouve que sa propre mort n'est pas aussi terrifiante que la mort des autres, et c'est ce qu'on verra dans Interstellar aussi. L'effroi de Scrooge ici, c'est l'effroi de n'avoir personne à son enterrement, qu'il n'y ait personne qui le pleure, et que le monde vive sans lui. Que vraiment le monde continue d'avancer. Du coup, à la fois, c'est un peu arriéré parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, comme je disais, le jour de sa mort, on l'accepte un petit peu plus facilement peut-être qu'au 19e siècle, ou surtout qu'un personnage comme Scrooge n'arrive à l'accepter. Mais je pense que fascination pour le passé, donc nostalgie et peur de l'avenir, ne découle que d'une chose, c'est de notre entourage, des gens qui sont avec nous. Et peut-être que, là je vais peut-être un peu encore plus loin dans le truc, mais peut-être qu'avec une autre mentalité, pas occidentale, mais du coup d'un autre pays ou d'un autre temps, qui a plus de facilité à accepter la mort, n'aurait pas du tout cette même peur et cette même affection vis-à-vis du futur et du passé. Donc voilà ce que je voulais dire sur Scrooge. Bah ouais, franchement, en vrai, c'était une bonne surprise parce que je l'avais pas vu. Et hormis l'esthétique où j'ai un peu du mal, mais bon, après on s'y fait. Moi, je vois vraiment une sorte de cauchemar pédagogique en gros. C'est-à-dire que il vit un réel cauchemar. Et moi, justement, je trouve que c'est là où réside la fascination du temps, c'est que y a ce côté magique, ce côté un peu conte. Mais on est plus dans le cauchemar que dans le rêve. C'est parce que lui, il a peur. Il a peur au début, du début à la fin. Mais c'est un cauchemar pédagogique en mode, il voit ce qui se passe. Il voit les conséquences de ses actes. Et à cause de ces conséquences de ses actes, tout ça va créer sa plus profonde peur, c'est-à-dire l'oubli. C'est-à-dire la peur de l'oubli et de mourir sans que personne soit là à son enterrement. Moi, je trouve que c'est le plus important. Enfin,
Le plus intéressant, ça reste quand même le fantôme du futur, parce que bon, le fantôme du passé, hormis la personnification de la flamme, de raviver la flamme et le fait que ça soit une bougie, c'est bien fait. Mais la personnification du mort, enfin du futur, que ça soit terrifiant, bah je trouve que c'est bien fait, parce que nous, je pense, dans toutes les temporalités, ça sera toujours le futur qui nous terrifiera le plus, parce qu'on sait jamais, on connaît notre passé, on est en train de faire notre présent, mais on sait pas de quoi est fait notre futur. Donc c'est pour ça que la personnification du mal, de la peur et tout ça, c'est très bien fait. Donc Puis j'aime voilà. bien la petite anecdote comme quoi Scrooge, il est tout petit et d'ailleurs à un moment il rencontre un rat, ce qui le remet vraiment au niveau de mec t'es un rat quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vraiment tu es C'est quand il passe dans le tunnel, C'est ça. il passe dans le tunnel et Et qu'il y a le rat à côté. le rat, Ouais. ouais. C'est surtout qu'il est tout petit, genre vraiment Ouais, il fait la tête du rat quoi. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. T'es mal la taille du rat finalement. Donc, voilà. Peut-être pour finir sur Scrooge, moi il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est que quand on parle de temporalité avec une sorte de trinité, en quelque Ouais. sorte, il y a énormément de choses dans la mythologie qui se passent. Toi tu parlais du Styx tout à l'heure, Ouais, carrément. et je pense que, je sais pas si c'est conscient, mais moi j'ai un peu pensé à l'énigme du Sphinx. Oui, 3 épreuves. Voilà, 3 épreuves. Ah Et je trouve, je sais pas si ça a été réfléchi comme ça, mais l'identité graphique de chaque fantôme me fait un peu penser à, justement, je pense que tout le monde connaît l'énigme du Sphinx, mais le matin, l'homme au matin de sa vie, le fantôme du passé, il a vraiment un côté un petit peu enfantin, c'est un un peu bébé, candide, quoi. c'est un bébé, ouais, il a un côté, il a un visage vraiment très enfantin. Le fantôme du présent, c'est vraiment l'homme au matin, Fort. au midi de sa vie, au milieu de sa vie, Ouais, je sais c'est plus, dans l'énigme. Fort, viril, vigoureux, voilà, qui ressemble d'ailleurs vachement au Père Noël quand même, d'une certaine. Et à ça va. Jésus aussi. Hein. Tu trouves? Ah bah Avec je la trouve barbe et avec tout ça, la couronne ouais. de. Oui, couronne oui, d'épines. c'est vrai, ouais. Et Entre le Père Noël et Jésus, c'est. Bah, surtout le fait qu'ils disent qu'il a 1800 et quelques frères, et ce qui ramène exactement à l'an 0. Ah ouais. Puisqu'en fait, il dit qu'il a un frère par an, et qu'il a 1800 et quelques frères, alors 1830, je ne sais plus combien, ce qui ramène exactement à l'an 0. Parce que le conte, parce que je sais plus si on l'a dit, mais c'est une adaptation de The Christmas Carol de Charles Dickens. A été écrit en 1800. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, l'histoire se passe en 1800 et quelques. Oui, et, oui, de toute façon, oui. D'accord. Et en fait, un peu comme on pourrait imaginer que Jésus revient à la vie et remeurt tous les ans, en réalité, ça pourrait être une nouvelle personne à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a 1800 et quelques frères et que c'est un gros barbu avec une couronne d'épines. C'est intéressant, il y a pas alors mal là, de trucs. si je ne me trompe pas, c'est une couronne de houx précisément, pour ouais, rappeler Noël, etc. Mais c'est le même délire. Donc il y a de ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, Jésus qui aide les affamés et compagnie, et là il a 2 personnes abîmées à ses pieds. Ouais, bah oui. Donc non, ça fait sens. comme quand il touche les personnes malades et qu'il les guérit et compagnie. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Il y a totalement un côté, en même temps c'est parce que Charles Dickens c'est l'époque qui veut que, mais côté très catholique, ou au moins chrétien. Mythologique, catholique, il y a plein de trucs. Ouais. Puis pareil, l'esprit de la mort, c'est assez évident, l'homme à la fin de sa vie, dans l'énigme du Sphinx. Mais je crois bien que sûr, une mort qui n'a pas d'après dans ce film. Effectivement. Pas de paradis, pas de tout ça. Ouais. Très intéressant. Un truc assez tragique. Ouais, vraiment. Tu deviens juste une pierre dans un cimetière avec écrit ta date de naissance, ta date de mort. Fin. Et si personne ne te pleure, tu n'es plus rien que ça. Ouais. Tu peux juste espérer survivre dans la tête des gens, et Scrooge, ça serait pas son cas. C'est ça, voilà. C'est fou. Parce que finalement, après, peut-être qu'encore une fois, on va trop loin, peut-être que je diverge, mais en fait, le temps étant immuable, alors sauf dans Retour vers le futur et Interstellar, mais le temps étant immuable, on ne peut que espérer qu'après notre mort, on continue d'exister, parce qu'on cherche l'immortalité, pyramide de Mendeleïev. C'est vraiment un autre sujet, mais non, moi je veux vraiment pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Et en même temps, non, je te dis pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Non, mais même, j'ai pas envie de vivre éternellement. T'as pas envie qu'on parle de toi? T'as pas envie que tes enfants... Ah, qu'on parle de moi? C'est ce que je viens de dire. D'accord, dans ce sens-là. Oui. En fait, la pyramide de Mendeleïev dit que... Je crois que je m'en fous un peu, ça. Ok. Enfin, j'aimerais bien qu'on... Enfin, voilà, avoir quand même marqué un peu... Est-ce que tu veux des mon enfants? entourage, tu vois. Oui. Est-ce que tu veux qu'ils aient ton éducation? Tu veux pas qu'ils ressemblent à... Si mes enfants, quand je meurs, se rappellent pas de moi, c'est que j'ai raté un truc. L'immortalité, ça peut se retranscrire aussi dans ce que tu enseignes à tes enfants. Si tu leur enseignes à avoir une conscience éveillée, à se poser des questions sur le monde, si à ta mort ils arrêtent de se poser des questions sur le monde, tu n'es plus immortel. Voilà. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est le principe de, donc, encore une fois, la pyramide de Mendeleïev qui fait que si tous nos besoins primaires sont assurés, que ce soit la nourriture, le besoin de sécurité, le besoin d'avoir un entourage et compagnie, on en arrive à se poser la question de l'immortalité. Ok. Exactement comme du coup, on devient malheureux. Non. Donc il faut qu'on soit toujours dans la souffrance
Allez, vas-y, c'est ça. Bah, en ça, fait, c'est il aurait un juste sujet. fallu enlever ses haricots à Scrooge, et là, il aurait plus eu de problème dans Voilà. sa vie. Il aurait Ok. fallu qu'il ait Bah, des problèmes ça aurait été plus primaires, sympa. comme ça il aurait plus de problèmes aussi superficiels, quoi, finalement. que Bah, la c'est mort. assez superficiel, finalement, c'est vrai. Mais en même temps, c'est Bah, c'est par un peu le rapport à problème du- vouloir bien manger, enfin manger à sa m'étonnes, tu faim m'étonnes. et respirer. Mais c'est le temps, c'est un problème qui est très superficiel, finalement. Si t'arrives pas à vivre demain, tu te poses pas la question de dans 6 ans. Voilà, C'est vrai. Oui, oui, t'as des priorités. C'est ça. Donc peut-être Donc il faut qu'Interstellar... être pauvre pour être heureux. Moi, je pense plutôt C'est- qu'Interstellar va répondre à cette question, puisqu'Interstellar prouve qu'il faut se pencher sur l'avenir pour pouvoir sauver le monde. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9, Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps? 8, Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Cooper, ancien ingénieur désabusé, se retrouve à jouer l'agriculteur au lieu de mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Alors que la Terre se meurt, il se voit proposer de rejoindre une équipe d'astronautes afin de trouver une solution pour éviter la fin de l'humanité. Ils vont devoir franchir un trou de verre apparu près de Saturne pour explorer une autre galaxie et un nouveau système stellaire dans l'espoir de trouver une planète habitable et d'y établir une colonie spatiale pour sauver l'humanité. Donc Interstellar, c'est un film de... comment il s'appelle déjà le réalisateur Vous dans le- l'avez vous l'avez Non, t'as rien compris. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, vraiment Ah, pas. merde. C'est qui le réalisateur de rien C'est Christopher Woody Nolan. Harrelson. C'est Christopher Nolan. Toujours pas. Pas le même. Christopher Nolan, ok. Est-ce que je vous ai dit que c'est mon film préféré? Ah bon? Ah mais non. C'est mon Sérieux film préféré. Putain, Interstellar est mon mais film tu préféré. savais toi Gauvin Non, que c'était j'en son avais- film préféré? mais je Putain mais c'est Et fou. est-ce que j'ai T'aurais pas pu fait nous le dire exprès plus tôt. de choisir le thème de ce mois juste pour parler de ce film? Est-ce que j'ai pas fait exprès en vrai? Après, moi, Scrooge, ça Ah m'allait, ouais hein. t'as fait exprès? Ouais, j'ai vraiment fait exprès. Sérieux? Ouais, vraiment, parce que je voulais Peut-être on devrait vraiment. arrêter de te faire confiance à la Emmett Brown, Ça- peut-être que tu nous utilises pour Toi, tes t'as pas délires parlé personnels. d'Interstellar, je veux savoir pourquoi. J'ai pas parlé d'Interstellar, tu veux savoir pourquoi? Non, t'as pas aimé Interstellar, Ah, je veux pardon. savoir pourquoi, vraiment. Bah, je te le dirai. Ça marche. Alors, il faut savoir qu'Interstellar, c'est mon film préféré et bizarrement, c'est aussi, je pense que c'est un film dans le top 3 de beaucoup de gens aussi. C'est un film qui a beaucoup marqué les gens pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que Nolan, Christopher Nolan, c'est un réalisateur qui aime bien retransmettre ses obsessions, ses fascinations à travers ses personnages principaux. Déjà dans Inception, on a vraiment cette fascination de voyager à travers les rêves. C'est même une addiction de voyager dans les rêves. Dans Oppenheimer, on a vraiment vraiment cet objectif, cette fascination, cette obsession d'arriver à son objectif. Dans Tenet, là, c'est pas vraiment le personnage, mais c'est plus le concept de pouvoir chevaucher les temporalités, de revenir en arrière, qui est, comme a dit Nolan, vraiment ces mots, c'est que c'est quelque chose qui le hante vraiment, cette vision de pouvoir modifier le temps. Et dans Interstellar, il y a quelque chose qui est un peu plus différent que les autres films. C'est-à-dire que on a toujours l'obsession et la fascination de Cooper auprès de l'exploration, de la découverte. C'est ce qui le fascine, surtout on le voit vraiment qui prône la découverte, la science. Et on est vraiment dans une temporalité où, par exemple, les missions Apollo ou le voyage, le marcher sur la Lune, c'est du fake. Et lui, il est là pour prôner non, vous êtes complètement con, genre pourquoi? Genre tout ça a été fait. Il y a eu des explorateurs, respecter ces explorateurs. Ils ont vraiment fait en sens de faire une grande avancée dans la science. Et lui, il va faire partie de ça, d'avancer dans la science et faire partie de ces grands explorateurs pour pouvoir Enfin sauver prouver le que monde. la Terre est plate. Hein? Enfin prouver que la Terre est plate. Alors, vraiment pas. Non, c'est pas ça. Et tout ça pour dire qu'en gros, dans Interstellar, cette obsession et cette fascination que Nolan va transmettre par le biais de son personnage va changer. Parce que à un moment donné, Cooper, il va laisser de côté son obsession et sa fascination pour un truc qui lui tient un peu plus à cœur, c'est retrouver sa fille. Et son but maintenant, c'est de retourner sur Terre pour pouvoir retrouver sa fille. Et c'est l'un des premiers Nolan, parce qu'on reproche à Nolan d'avoir un cinéma froid, un cinéma, comment dire, où il personnifie pas trop, enfin, il caractérise pas trop ses personnages, il n'y a pas trop de sentiments. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il a beau être il a beau être fasciné par le temps, par les explorations, et il va le délaisser tout ça pour retourner voir sa fille.
Et c'est l'axe majeur du film, c'est le lien entre Cooper et Murphy, sa fille, qui est ultra puissant. Genre, c'est un lien qui est tellement bien fait. Et on a vraiment cette dramaturgie qui va être creusée autour de ce lien. C'est cette dramaturgie autour de l'abandon, son père qui abandonne sa fille et qui est pas sûr de revenir. Et cette dramaturgie qui va amener à un grand dilemme, c'est-à-dire, au début, le dilemme, ça sera, tu quittes ta fille, tu quittes tes enfants, parce qu'il a un enfant aussi, un garçon. Tu quittes tes enfants, mais par contre, tu vas pouvoir sauver le monde et tu pourras sauver tes enfants. Donc en vrai, ça, c'est chiant parce qu'il va quitter ses enfants et ça se trouve, c'est pas sûr qu'ils reviennent. Mais par contre, il peut les sauver et sauver le monde. Donc là, en vrai, le dilemme, il est pas très. Je vais pas dire il est vite vu, mais c'est normal qu'il choisisse, je trouve, d'aller sauver le monde pour protéger ses enfants. Mais après, la dramaturgie qui va se creuser encore plus, c'est-à-dire on a un petit twist, on se rend compte que en fait, Brandt, incarné par Michael Caine, le professeur Brandt, l'a menti. L'a menti comme quoi. En fait, dans tous les cas, la Terre est condamnée. C'est-à-dire que tous les habitants sur Terre sont condamnés et il va falloir recoloniser notre planète. Et le but, c'est de trouver notre planète pour pouvoir la coloniser et sauver l'espèce humaine. Et du coup, ce que ça implique, c'est que il va du coup laisser sa fille, son enfant. Et du coup, ils n'ont jamais eu de contact depuis. C'est-à-dire que la fille, du coup Murphy de Cooper, pense qu'il a abandonné son père. Donc ça creuse encore la dramaturgie. Il y a la culpabilité qui s'intensifie, il y a la rancœur, la dramaturgie est vraiment très très présente. Donc voilà. Alors pour revenir à la problématique, la fascination, déjà on a la fascination de pouvoir changer de galaxie, de pouvoir emprunter un trou noir et de quitter notre système solaire pour emprunter un nouveau système pour chercher une nouvelle planète. Après, bon, évidemment, ça reste un film, donc on parle de mécanique quantique, tout ça. Ça reste un film, donc pour moi, ça reste crédible et que dans le film, ça reste crédible par rapport à ce qui met en place. Moi, ça va. Mais on a vraiment cette fascination et cette fascination, on l'a par rapport à la relativité du temps. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont dans la planète, la planète Gargantua, ouais. Là, en fait, le temps va s'écouler rapidement sur Terre. C'est-à-dire quelques heures là-bas équivaut à des années sur Terre. Précisément, je crois que c'est sur les lunes de Gargantua. Ouais, sur les lunes de Gargantua, il n'y a pas de souci, je crois. Mais ce qui intensifie la dramaturgie, parce qu'à ce moment-là, le film passe dans un compte à rebours. Et le compte à rebours va être aussi déclenché par Hans Zimmer. T'as un sort de compte à rebours quand ils arrivent sur la planète qui s'intensifie et on a vraiment la dramaturgie qui s'intensifie parce que là, ils se rendent compte que là, il faut vraiment se dépêcher parce qu'il y a vraiment beaucoup d'années qui s'écoulent sur Terre. Et le problème, c'est qu'ils ont un accident, et donc ce qui intensifie encore plus parce que là, on reste beaucoup trop de temps. Et là, il y a des dizaines d'années qui s'écoulent. 23 ans. Ouais, 23 ans. Il y a aussi un autre truc qui change dans le cinéma Nolan, c'est la figure féminine, qui est aussi très critiquée parce que le cinéma Nolan, c'est très masculin. La figure féminine est souvent délaissée. Et là, dans ce film-là, ça encore prouve le contraire. Parce que en l'occurrence, on a Cooper évidemment qui est le héros, c'est le personnage principal, qui est l'explorateur. Mais en fait, c'est pas que lui qui a sauvé le monde. C'est sa fille, Murphy. Et sa fille est à égal de l'homme, et à égal de son père. La femme est à égal de l'homme dans un système qui peut sembler très héroïque. Donc en général, c'est l'homme qui va dans l'espace et qui sauve tout le monde. Là, tout le monde est au même niveau. Et même quand il revient dans la base de Saturne, quand il se réveille, Cooper à la fin, il lui dit merci d'avoir donné mon nom à cette station. Et il dit non, c'est le nom de votre fille. Donc comme quoi c'est votre fille. Elle l'a dépassé. Ouais, comme quoi c'est votre fille qui elle a une valeur historique encore plus importante que lui. Plus important, même si lui il a une valeur historique très importante parce qu'on voit qu'il y en a un des stagiaires qui dit j'ai fait une dissertation sur vous et tout. Donc ça se voit que c'est un héros le gars, mais sa fille elle a quand même contribué à sauver le monde. Okay. Et aussi c'est un film qui parle aussi beaucoup de deuil. C'est-à-dire que au début t'as le déni incarné par le fils de Cooper, Timothée Chalamet et ensuite Casey Affleck, qui continue à envoyer des vidéos à Cooper sans que ce dernier réponde. Mais il est dans le déni dans le sens où il raconte sa journée comme s'il allait rentrer le soir alors qu'il est dans l'espace et il n'est pas sûr de revenir. Et après, tu as l'acceptation, il lui dit adieu. Et après, tu auras l'accomplissement pour arriver à la plus grande scène du film, du coup j'en viens, où finalement Cooper
il est sauvé, du coup, il arrive à la station, c'est sur Saturne, du coup, la base sur Saturne. Et il se rend compte que sa fille est là. Mais elle est âgée. Genre, elle est âgée, elle est sur son lit de mort et tout. Donc, c'est compliqué. Et là, la scène, c'est vraiment. En fait, je l'ai vu plusieurs fois ce film. Je pleure à ce moment-là. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Je la trouve pas bien. Non, c'est une scène chevaleresque. Genre, vraiment. Genre, c'est magnifique. Moi, je sanglote après. Ouais, carrément. C'est tellement inimaginable qu'un père voit sa fille mourir Ouais. plus vieille que lui. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc impossible à imaginer. Ouais. Comment t'as su que j'allais revenir? Et il dit ça à sa fille parce que mon père l'avait promis. Genre, c'est trop mignon. Genre, elle dit ça comme c'est trop mignon avec la petite montre qu'elle a toujours, comme si son père l'avait jamais quitté. C'est trop beau. Un père ne devrait pas voir la mort de ses enfants, et que l'accomplissement en mode il laisse partir son père et que son père laisse partir sa fille. C'est monstrueux. Genre, Ouais. rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est monstrueux de la manière dont c'est fait, de préparer ce lien, en fait, de développer autant un lien aussi fort et d'en arriver à ce climax. C'est bien joué. Genre, c'est genre juste chef-d'œuvresque. Et après, t'as à la fin. Laurent n'est pas d'accord du tout depuis tout à l'heure. Il me regarde. À la genre, fin, oui, mais je m'en qu'est-ce fous que je sois pas vous d'accord. C'est monstrueux. Genre, je m'en fous. Et surtout, à la fin, t'as le montage. Comme quoi, Cooper, en fait, il peut pas rester dans cette base de Saturn parce que, en fait, c'est une sorte de pseudo passé. C'est une sorte de pseudo passé parce que c'est une base qui reprend un peu sa maison, tout ça, son espace et tout. Ça fait un peu bizarre pour lui, donc il veut avancer. Et donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rejoindre Brand, le docteur Brand, qui a commencé à coloniser dans la planète Edmond, qui a rejoint du coup la planète de son grand amour et tout. Et le montage avec la musique qui est intensifiée, Hans Zimmer, en fait, c'est un chef-d'œuvre dans un chef-d'œuvre. En fait, t'as la musique qui est un chef-d'œuvre dans le film qui est un chef-d'œuvre. C'est une dinguerie. Et en fait, quand tu finis le film, t'es en mode ah ouais, c'est une claque de fou. Genre, t'as juste vu le meilleur film de tous les temps. Voilà. C'est moi, mon Dorian, avis. je suis complètement d'accord avec toi, mais je crois Merci. que on est seul dans cette pièce à être complètement d'accord. Je Bon, crois après, que 2 sur Gauvin- 3, c'est pas mal déjà. C'est bien déjà. Mais, c'est un très grand film. Par quoi je commence? T'as commencé par la place de la femme. Moi, je trouve qu'elle est totalement mise à l'écart. C'est-à-dire que le film a comme héros, et ça, on est d'accord sur ce point-là, la fille. Murphy, c'est vraiment le héros du film. C'est elle qui sauve l'humanité grâce à l'aide de son père, mais c'est elle qui va transmettre la bonne parole, etc. C'est elle qui a son nom qui est donné à la station. Et en fait, j'ai l'impression que dans l'univers du film, c'est le héros, et elle est ultra récompensée pour ça. Mais en tant que spectateur, qui va nous marquer et qui va nous faire nous dire qu'est-ce que c'est un héros? C'est le père. Parce que la façon dont est montrée l'histoire, c'est le père le héros et la fille qui, dans cet univers-là, est le héros. En fait, il faut remettre tout en contexte, dans le sens où tu prends tous les films qui ont été faits dans l'espace. Tu prends tous les films, genre Armageddon, Gravity. Bon, Gravity, c'est une femme, donc ça change. Mais par exemple, je sais pas, les grands Seul films. sur Mars. Ceux sur Mars, l'étoffe des héros, tous ces films, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme qui va sauver le monde. Et la femme, même, et First Man aussi, mais First Man, ça contrebalance. C'est toujours l'homme qui va sauver le monde. Et la femme, c'est juste une attache émotionnelle. C'est juste ça. Là, dans Interstellar, ça change parce que c'est beaucoup plus qu'une attache émotionnelle. Ah, je suis d'accord C'est avec toi. vraiment un instrument pour sauver le monde, Murphy. Donc, franchement, quand tu reprends en contexte tout ce qui a été fait dans les films d'espace, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste. C'est un héros, c'est une héroïne. Et elle est représentée comme ça, Murphy. C'est représenté comme une héroïne. Genre, les gens dans la base, pour elle, c'est vraiment une goth. Genre, c'est Je vraiment suis la d'accord meilleure. avec toi. C'est Dans vraiment pour ça. l'univers du film, c'est le héros. Et ça, c'est ce que je disais. C'est elle qui a son nom sur la station et compagnie. Et ensuite, prendre en comparatif les autres films, pour moi, c'est un petit peu facile. Dans le sens où, oui, c'est vrai que les autres films ont fait beaucoup moins bien. C'est pas une raison pour ne pas faire incroyable. Mais c'est pour voir que dans les films d'espace, c'est mieux, d'accord. C'est un film très masculinisé. On voit que ça. Oui. C'est toujours l'homme qui est dans l'espace. En même temps, on partait de Barbarella à la base. Hein. La femme, c'était un sextoy. Mais en général, vu que là, on a affaire à un film d'espace hollywoodien. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est mieux. Je suis d'accord. Mais surtout pour moi, je suis pas d'accord. Je pense que pour moi, c'est vraiment une héroïne qui est pas autant montrée que Cooper, mais on se rend compte qu'à la fin, le résultat est le même. C'est que c'est tous les deux des héros. Et c'est ça qu'on retient à la fin. Pas à mes yeux de spectateur. Okay. Au niveau histoire, je suis totalement d'accord.
Voilà. Ok. Mais à mes yeux de spectateur, c'est vrai que quand je suis sorti de là, je me suis surtout rappelé de ce moment où tu as Cooper qui est dans le Tesseract, comme il l'appelle, même si bon, on y reviendra, et que c'est la classe. Le mec fait ses interactions, le mec se dit allez, je vais faire ça, ça va l'aider à comprendre ça, etc. C'est lui qui a apporté la solution. Elle n'a fait qu'être le messager, tu vois, en tant que spectateur. Oui, mais à la fin, c'est elle qui, du coup, qui a réussi à tout mettre en place parce que Cooper, bah, lui, il était plus là. C'est lui qui a réussi à avoir toutes les données pour pouvoir façonner la base, pour pouvoir sauver l'espèce humaine. Parce que sans elle, bah, l'espèce humaine serait éradiquée. Mais alors en fait, on parle un petit peu de, comme un peu avec les présidents, etc., la femme de l'ombre, c'est d'habitude, on a une femme qui est dans l'ombre de l'homme et qui va guider l'homme. Là, on a le père qui est dans l'ombre de sa fille qui va guider la fille. Mais en fait, moi je le vois comme le héros du coup. Moi, je vois, bah, en fait, vu comment le film est présenté, moi je vois pas vraiment comme ça. Parce qu'en fait, c'est un lien homogène. Les deux, en fait, le lien est tellement fort qu'en fait, c'est comme bon, c'est un père et une fille, mais c'est comme un couple en fait qui avance. C'est un duo. Oui, c'est un duo. Donc pour moi, je le vois vraiment pas comme une paire, enfin comme le père qui est dans l'ombre de la fille ou l'inversement. C'est vraiment pour moi une seule et même personne, un lien et l'homme à l'égal de la femme qui ont réussi à sauver le monde tout simplement. C'est plus comme ça que je le vois. Si on sort de cette relation, en parlant d'hommes et de femmes dans ce film, bon, encore une fois, on va faire court parce qu'après, il faut passer sur une problématique quand même. Mais on nous parle de plusieurs pilotes qui n'ont jamais été dans l'espace, à part le personnage principal de Cooper. Et la personne qui réagit le moins bien face à l'espace, c'est la seule femme du groupe. Les autres hommes, à part une petite remarque en mode derrière cette tôle, c'est l'espace, c'est assez effrayant. Oui, mais remets-toi. Bon, je me suis remis. En fait, les mecs sont des mecs virils et tout, alors qu'elle, au moment où ça se passe mal, elle est dans le grand mal, elle est terrifiée, etc. Oui, ça évidemment, mais justement, même Anna Tawai, pour le coup, c'est une héroïne dans le sens où c'est grâce à elle qu'elle va coloniser une nouvelle planète. Donc même elle, en fait, c'est pas aussi... c'est beaucoup plus subtil en fait. C'est beaucoup plus subtil et c'est pas énorme en mode ouais, Cooper il a sauvé le monde. C'est beaucoup plus subtil parce que elle a aucune parole, on voit juste à la scène avec quelques plans, 3-4 plans, ça suffit pour montrer qu'elle a colonisé le monde et grâce à elle, bah, une nouvelle civilisation va se créer. Et ça, c'est montré, et même dans la manière dont c'est filmé surtout, parce que c'est pas juste une question narrative ou une question de lien, les 3-4 plans d'Anna Tawai filmés, de face, on la sent héroïque. En fait, c'est la manière de filmer, la manière dont Nolan filme Anna Tawai à la fin, oui, c'est vrai. C'est vraiment, elle est iconisée. Non, et c'est vrai. Iconiser la femme comme ça, c'est vraiment, ça prouve que c'est une héroïne. Non, je suis d'accord avec ça, ok. Bon, pour ce qui est d'Anna Tawai, je suis d'accord. Donc bah voilà, après c'était tout ce que j'allais dire sur la place de la femme. Et ouais, du coup, c'est plus mitigé que ce que j'imaginais, mais d'accord. Et ensuite, bah après, ça va être scientifiquement, pour moi, ça me pose problème parce qu'en fait, c'est le même débat qu'avec Retour vers le futur. Là, en vrai, je peux pas forcément te contredire parce que dans le sens où moi, je suis pas forcément scientifique, enfin, je me suis pas forcément renseigné de fou. Moi, je vais pas m'attarder aux règles quantiques ou de ce genre de trucs ou de formules ou quoi que ce soit. Moi, je vois un film, si j'y crois. Sans avoir vu le reste, tout ça, ça me va et si ça me semble crédible, ça marche. Ça reste un film, c'est normal que ça soit pas exactement comme dans la vraie vie, c'est pas un documentaire, je vois un film, donc après ça là-dessus, oui, je pense que. C'est le cinéma de Nolan, hein. C'est que c'est le cinéma de Nolan. Il y a un peu de physique quantique, il y a un peu de en fait, pure fiction, il mélange les deux. Dans tous ces films, c'est ça. En fait, après, là, des fois on y croit. Moi, tu vois, je te rejoins, Interstellar, je rentre dans le truc, même si c'est sûr que il y a plein de choses qui sont totalement fictives, mais par exemple le Prestige. J'y crois à aucun moment. En fait, je peux comprendre parce qu'en fait, là, on rentre dans on aime ou on n'aime pas Nolan. Si on n'aime pas Nolan, on n'aimera jamais ce genre de truc. Évidemment, on utilise la science avec. Ça dépend comment c'est fait. Hein. Il y a plein d'autres réalisateurs qui font ce genre de choses. Ça allier peut la plus parler. scientifique à la science à la fiction, c'est des choses qui a fait un peu grincer les dents à beaucoup de personnes. Genre par exemple dans Inception, voyager dans les rêves, et d'en faire une enquête d'espion, ou même dans Tenet, genre tout simplement se servir de toujours la mécanique quantique, mais pour faire quelque chose un peu what the fuck. Moi j'ai aucun problème avec ça du moment que t'es logique, un peu comme Retour vers le futur où j'étais en mode on parle d'une personne qui a tous les savoirs et qui en fait dit un peu des conneries. Là par exemple, pour citer un truc qui m'a choqué tout à l'heure, c'est que on nous parle par exemple de 5ème dimension au moment où c'est Anna Tawai, je crois, qui explique à donc Matt Damon, c'est ça, le principe du voyage dans le temps et compagnie, et que dans leur monde, les extraterrestres, eux, peuvent monter une montagne et aller dans l'avenir et aller dans un trou et aller dans le passé. Donc elle parle de 5 dimensions. Or, à la fin, on nous montre un Tesseract, et un Tesseract, c'est littéralement un cube en 4ème dimension, puisqu'il l'appelle le Tesseract.
Donc déjà la représentation du Tesseract n'a rien à voir avec avec ce que c'est vraiment qu'un Tesseract, mais bon au pire c'est pas grave, c'est des choix visuels, voilà, je vais pas juger. Même le trou noir il est très curieux niveau représentation, mais c'est pas grave. Mais simplement on parle de 5e dimension et après on arrive sur une 4e dimension, tout en sachant qu'ils nous disent que la 5e dimension c'est l'avenir, la 4e c'est le passé, alors qu'une dimension va de l'avant vers l'arrière et inversement. Donc une dimension peut très bien représenter le passé et le futur. Donc c'est quoi la 5e dimension, cela dit? Donc il y a ce truc où c'est pas clair du tout. Pareil, quand il voit la première fois le trou de verre, il fait « Ah mais c'est une sphère en fait !» Oui, bah en fait, on avait dessiné un cercle, mais bon, on avait représenté en 2D, mais là c'est en 3D. Qu'est-ce qui vous empêchait de dessiner une sphère sur du papier? On sait dessiner des sphères sur du papier, puisque chaque dimension peut représenter la dimension future. Mais il le savait à ce moment-là que ça allait être une sphère. Bah, il s'imaginait un truc circulaire, mais je suis pas sûr qu'il savait que c'était. Étonné, hein. Il y avait que du coup le héros. J'avais pas vu Cooper, ça comme ça, j'avais mal compris. Qui dit mince alors c'est une sphère et les autres font bah oui mais regarde je te fais le dessin. Voilà et du coup c'était vraiment. Mais par contre j'ai pas compris ça non plus au niveau de la 4e et de la 5e dimension. La 4e dimension je sais pas. En gros, mais la 5e dimension ils le décrivent comme le temps a ici une dimension physique. Bon alors, donc c'est ça, ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, c'est que le temps et le physique sont la même chose. Quand on parlait de Retour vers le futur 2. C'est ça, quand on parlait de Retour vers le futur. Et en fait, là, ce qu'ils expliquent, c'est que grâce à la théorie des cordes, Albert Einstein, tout ça, début de la physique quantique, etc., on peut compresser, étendre le temps si on considère que le temps est physique et que, tel un accordéon, on pourrait l'écraser et le distordre. Il faudrait juste qu'on ait accès à cette dimension-là, mais nous, on vit sur un plan 3 dimensions. On peut pas accéder à la 5e dimension. C'est quoi la 4e dimension, du coup? La 4e dimension sera une dimension sur laquelle il y aura un axe supplémentaire. Par exemple, tu as fait des mathématiques, tu as fait de l'algèbre, de la géométrie. L'axe des X, l'axe des Y, t'es en 2D. L'axe des Z, t'es en 3D. L'axe des alpha, en plus, tu seras en 4D. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un 4e axe, et en 5D, un 5e axe. En gros, en naviguant sur cet axe, qui serait l'axe alpha, l'axe bêta et compagnie, on arriverait à voyager sur un autre plan, sur une autre dimension. Il faut imaginer qu'en gros, en te déplaçant, tu pourrais disparaître du champ de vision de quelqu'un, par exemple juste en faisant un pas. Et là, tu es en mode, mais pourquoi il ne me voit pas? Parce que lui, il voit en 3D, mais toi, tu t'es déplacé sur un plan 4D, donc il ne te voit plus. Oui. C'est ce qui se passe quand Anne Hathaway caresse la main c'est toujours c'est terrible. Cooper. Alors qu'il n'est pas là, en fait, il est sur un plan de 4e ou 5e dimension, selon ce qu'on imagine dans ce film. Et lui la voit parce qu'il voit ce qui est en dessous de lui niveau dimension. Nous, on peut voir de la 2D, on peut voir de la 1D, c'est pas un problème. Mais elle ne le voit pas parce qu'il a la dimension du dessus. Okay. Voilà. Et donc, c'est super brouillon à niveau science. Et c'est là où j'ai un problème avec Christopher Nolan de manière générale. C'est qu'il se veut être super scientifique quand même. Il fait beaucoup de recherches. Mais il est très approximatif et il fait des erreurs. Et ça, moi, quand on parle de temps et de justement la fascination, la peur du temps, etc., sur un film qui se permet d'être aussi précis et pointu, il faut qu'il soit vraiment réussi. C'est pour ça que je suis beaucoup plus dans le pardon avec des films beaucoup plus cons. Même quand je parlais d'Avengers Endgame, c'était pas des conneries ce que je disais. C'est-à-dire que je les crois parce qu'ils font simple. En fait, ils font de la vulgarisation. Si Albert Einstein est resté dans le temps, c'est parce qu'il a expliqué de manière simple comment ça fonctionnait. Parce que la vulgarisation permet de ne pas faire d'erreur. Une fois que tu as bien réussi à synthétiser, c'est le principe de faire une problématique, quand tu arrives à tout dire en une phrase, c'est que tu as bien compris ton sujet. Et Nolan, il n'arrive pas à tout dire en une phrase. Il part dans des explications si mais Nolan c'est un peu show-off aussi. Nolan il paraphrase pas mal de trucs. Il aime bien montrer qu'il sait ce qu'il dit, il est intelligent. Oui, il croit du coup. C'est intellectuel, froid et tout. Mais c'est un peu, parfois c'est un peu. La tonalité qui peut du coup, si t'es premier degré à ce point, du coup va falloir qu'on soit premier degré. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais après, moi encore sur le côté science, en vrai, moi c'est pas, je comprends de ouf et je pense que les scientifiques ont dû peut-être câbler en voyant ça, surtout en étant pris autant au premier degré. Mais bon, et toi, en fait, en termes de narration, t'enlèves le côté scientifique. Ouais, tout ça. Alors c'est ça, en termes de narration, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais du coup là, dans le podcast, je le dis, c'est que pour moi, ça parle pas du temps. Parce que, encore une fois, le problème de Nolan, pour moi, c'est qu'il y a, c'est un problème général, mais il y a le fond et la forme. Et pour moi, la forme, c'est le temps. Totalement, on parle du temps, c'est le sujet principal, etc. Le fond, c'est marrant parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, mais c'est les relations humaines, en fait. Et là où c'est intéressant ce film, c'est sur le point de vue relation humaine. Et j'ai beaucoup aimé le point de vue relation humaine. La relation père-fille était géniale. Et la dernière scène avec le lead mort de Murphy, moi où je la trouve intéressante, c'est la phrase un père ne devrait pas voir ses enfants mourir. Moi j'ai mes enfants. En sachant qu'à la base, on savait que scientifiquement parlant, la génération de Murphy allait être la dernière à vivre normalement sur Terre. Donc c'est super cool cette scène sur ce point-là. Moi, ça m'a moins touché parce qu'après, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans la tête de Cooper. C'est-à-dire que il a passé ses
on va dire 5 dernières années de sa vie, puisque lui il a passé beaucoup moins de temps, on va dire les 5 dernières années de sa vie à chercher sa fille, en fait à vouloir la retrouver, à tout faire pour pouvoir revenir. Sa fille lui dit au revoir et lui dit va chercher un vaisseau et va-t'en parce que... Non, c'est magnifique, justement. Justement, c'est tout. En fait, ça aurait été beaucoup plus niais, limite. Non, Ah, si, ça aurait- elle peut très bien lui dire va-t'en parce qu'elle a eu la sagesse, elle a vieilli. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il s'en va? Non, en fait, justement, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'accomplissement du deuil. En fait, le processus, on le voit depuis le fils de Cooper qui est dans le déni et on finit par l'accomplissement. La dernière scène, c'est l'accomplissement du deuil. Donc, c'est-à-dire que. De Murphy. Donc, tu veux dire que Murphy fait le deuil de son père ou que Cooper fait le Les deuil de deux. sa fille? Bah, pour moi, Cooper deux. n'a jamais fait le deuil de sa fille. Bah, s'il part comme ça et qui du coup il décide de vivre, de continuer sa vie et de justement continuer dans le bien de l'humanité qui est quand même sa mission de base, et bah ça veut dire qu'il a fait le deuil de... Et justement, c'est un accomplissement parce que ça veut dire que la fin du développement de ces deux personnages s'achève. Et ils achèvent pas en mode niais, en mode ils restent ensemble, tout ça. Non, on s'est dit au revoir. On a dit ce qu'on a à dire, on s'est revu, c'est ça qui compte. C'est pas de rester, c'est le fait de se revoir. Parce que la mère, le Cooper a promis à sa fille de revenir et de la voir. Et c'est ça qui s'est passé. Ils sont juste revus et c'est tout. C'est ce qu'ils voulaient. Et après, dans tous les cas, elle va mourir. Il le sait. C'est pour ça que c'est d'autant plus triste. C'est que on sait qu'elle va mourir et tout ça. Et c'est encore plus cruel. Enfin, c'est pas cruel, mais c'est encore plus beau justement de le voir partir. Parce que bah tu peux partir. J'ai ma famille. Tu peux partir. Genre, on s'est vu, c'est tout ce que je voulais. Continue ta mission et voilà. Et c'est d'autant plus beau. Et ça aurait été un gâchis pour moi s'il serait resté dans la chambre. Mais venant d'un fils pour sa mère, je peux comprendre cette situation. En mode, il retrouve sa mère malade après n'avoir pas pu la voir pendant si longtemps. Elle lui dit de partir et de vivre sa vie. Il part vivre sa vie. Là, je peux comprendre. Là, on est sur un père qui retrouve sa fille. Sa fille lui dit de partir vivre sa vie. Et lui, qui a consacré toute sa vie au bien de sa famille et au bien de sa fille, n'a même pas, presque pas une larme dans les yeux. Et il est en mode, allez, je vais aller subtiliser un vaisseau et je vais aller retrouver. En fait, ma pour ça, pote. encore une fois, c'est le délire de. Enfin, c'est la personnalité de Nolan, c'est que même si on reste dans un film qui est émotionnel, ça reste quand même froid. En fait, c'est le style de Nolan. Il restera froid même quand on est dans de l'émotion. Donc ça, après, on aime ou on n'aime pas. Ouais, bah, je pense que c'est ça. Hein. Mais c'est juste la personnalité de Nolan, en fait. Ouais, moi j'ai du mal avec ça. Du coup, c'est pour ça que moi ça m'a pas parlé du tout cette scène finale parce que, voilà, comme je te disais, que Murphy soit passé à autre chose, c'est totalement entendable. En plus, entre la scène où elle a mené l'enquête et où elle a découvert que son père allait bien et qu'il l'aidait. Donc, en fait, c'est le moment où elle a accompli son deuil. Et le moment actuel, il y a eu tellement de temps que, en plus d'avoir accompli son deuil, elle peut avoir accompli d'autres objectifs dans sa vie, comme avoir des enfants, avoir sa propre famille, etc. Du côté de Cooper, comment en si peu de temps il aurait pu passer du coq à l'âne en mode ça y est, j'ai revu ma fille, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai abandonné toute sa vie, mais tout va bien, je suis là, allez, je vais partir. Moi justement, je trouve que c'est magnifique d'avoir fait ça. C'est vraiment, encore une fois, moi le style de Nolan en fait, c'est vraiment, c'est très froid, mais j'aime vraiment. Après, évidemment que ça plaît pas à tout le monde, évidemment que ça paraît très froid. Mais pour moi, je trouve que la fin de développement des personnages sont parfaites. Genre de partir comme ça, c'est parfait. C'est dur et c'est encore plus triste. Et c'est ce que veut la scène. C'est vraiment nous arracher les yeux. Et justement, le fait de partir, l'action de partir, sera beaucoup plus triste que s'il reste en vrai. Mais d'un côté, il y a l'espoir. Il y a l'espoir dans le sens où il continue sa vie. Il va rejoindre le Dr. Brown. Moi je trouve pas ça triste en fait, ça j'ai rien senti si Nina a pleuré que moi j'ai pleuré, c'est un peu triste en vrai. Chacun juge comme il le souhaite et je sais que vous ça vous a marqué, c'est d'accord, mais moi personnellement ça m'a pas rendu triste, surtout qu'on le voit juste avant. Ça t'a énervé, ça t'a frustré, tu t'es dit ça n'a aucun sens. Non même pas, je me suis juste dit bah c'est une happy ending quoi. Vraiment, c'est-à-dire que il a accompli pour moi c'est un peu plus fort quand même qu'un happy ending. Moi je suis pas d'accord, il a accompli sa volonté. Il y a des trucs un peu happy, il y a des trucs un peu plus, enfin c'est un peu plus nuancé je trouve. Tu vois, il retrouve sa fille, elle retrouve son père, donc là on a le côté happy ending, mais finalement il s'est passé tellement de temps que est-ce que c'est vraiment happy? Bah moi je trouve ça très heureux. Même que le robot fait des blagues parce qu'il s'est senti obligé de mettre un sidekick rigolo, Nolan, donc non mais sérieusement c'est un peu ça. Non c'est juste une fin déchirante avec de l'espoir à la fin. C'est vraiment les deux termes. C'est déchirement, et espoir. Effectivement, beaucoup de sagesse des deux côtés. Ouais, en fait, ils ont tous les deux fait leur deuil d'une manière très différente. C'est l'accomplissement du deuil, c'est l'accomplissement du deuil. C'est assez. Non, enfin, ouais, moi j'ai
Mais alors du coup, vu comme on Moi, je débat pleure. sur cette partie-là du C'est film, très long, ouais. en fait, Faut qu'on change de. ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est d'axe. que pour finir un peu sur ça, c'est que vous êtes un peu d'accord comme moi finalement que le sujet le plus intéressant, c'était les relations humaines en fait, et Bah. l'évolution des personnages. Bah, venant du cinéma Nolan, Ouais. ça change. Donc c'est ça qui est cool. Et du coup ça va. Enfin, les émotions passent au premier plan par rapport à l'obsession et la fascination scientifique. Je sais pas, moi je mets les deux sur le même plan. Hein. Je trouve Ok. que ça parle autant de temps que de relations humaines. Ah et bah, ben, après, enfin, ça- le temps, si ça c'est- parlait que de l'un ou que de l'autre, enfin quoi que non, un film uniquement sur les relations humaines, ça pourrait être très bien, mais si le film parlait que de temps, on se ferait chier, je pense. Donc, le temps et la forme, le fond et les relations. ouais, Ça, c'est oui, vraiment c'est ça. ce que Gauvin a dit Ouais, tout c'est à ce que l'heure. je disais. Ouais. Mais je trouve que les deux, enfin le temps, c'est aussi le fond, puisque c'est aussi tout un sujet de débat dans le film. Et sur la forme, on a les relations humaines aussi. Enfin, il y a les deux se confrontent et je trouve qu'on parle autant de temps que de relations humaines et Mais le temps est vraiment. les deux sont liés. Hein, mais ça m'a pas. Le temps est très important parce que vraiment. Ouais, bien sûr. C'est toutes les conséquences du temps. Bah, ça en découle vers la relation, vers l'enjeu du monde qui se détruit. Enfin, donc le temps a vraiment une partie intégrale dans le film, quoi. Ça, c'est Tout clair. à fait. Mais du coup, vu que ça pourrait mener à leur conclusion, moi j'avais une question que je me posais vis-à-vis du film et qui justement est raccord avec tous les autres films, c'est que tout le long du film, nos chers compagnons de voyage disent à Cooper tout le temps de se calmer sur le fait de vouloir retrouver sa fille. Le but, c'est la mission. Et moi, j'ai jamais compris pendant tout le film en quoi l'un entachait l'autre. Parce que le fait de vouloir retrouver sa fille fait qu'il veut aller vite, et la mission incite à aller vite, puisque de toute façon l'humanité va vite mourir. C'est qui avait dit Non, ça déjà? parce que s'il cherche sa fille, enfin s'il cherche à revoir sa fille, enfin et son fils, c'est parce il veut absolument suivre le plan A. Sauf que Ouais. ce que l'équipage passe son temps à dire à Cooper, c'est attention, c'est peut-être le plan B Ouais, c'est qui peut-être le plan B. qui passera devant le plan A. Donc toi, sois pas trop obnubilé par le plan A parce que c'est peut-être pas celui qu'on va garder et finalement c'est celui qui était même pas prévu à la base. Ouais. Donc c'est-à-dire que le but, c'est de même pas faire en sorte que l'humanité survive sur Terre. Bah, en fait, dans Bah, finalement l'équipage. non, puisque le docteur il a tout, Ouais. il a tout manipulé et que Oui, finalement ça d'accord. n'a Parce ça que en n'arrivera fait, jamais. l'équipage était pas au courant. Non, Ouais, non, ça, Le d'accord. but Bah, c'était le plan A, ultime, là, c'était de le la plan A. mission, le but ultime, c'était de ramener justement Ouais. les ovules congelés sur une planète et de créer une colonie humaine, néo-humaine, voilà, D'accord, ok. fabriquée extra-utérine, tout ça là. Donc, Ok. Donc, Mais encore ça, une fois, ça c'est le plan B du coup. ça c'est le plan B et c'est le plan qui était Mais en fait, prévu qui était depuis le le plan de début, base. Ouais, c'est qui était le plan de base, ok. mais que tout le monde ignorait. Donc en fait, ça a Mais encore par une contre, fois... non, par contre, pour répondre à ta question, c'est quand ils étaient tous dans l'équipage, ça c'était le plan A. Tous les gens dans l'équipage étaient dans l'optique Oui, bien sûr. d'accomplir le plan A. Ouais, ouais. Mais alors que le plan B était là depuis le début. Et encore autre chose, Dr. Brown, parce qu'il y a Dr. Brown et Dr. Brown, il y a Dr. Brown qui est Michael Caine, et du coup la fille, du coup, c'est Anne Hathaway. Mais même lui, qui est quand même considéré comme un chien de ouf, parce qu'il a Ouais, de menti, ouf. et bah finalement, c'est aussi grâce à lui que le Bien monde a sûr. été sauvé. Parce que c'est lui qui a réussi à amener Murphy dans la station pour que ce soit elle qui fasse tous les calculs, qui puisse intervenir, qui puisse tout faire les calculs et qui puisse prendre les rênes de lui, en fait, tout simplement. Donc c'est aussi grâce à lui, involontairement, même si c'est un chien, bah heureusement qu'il était là, sinon Murphy ne serait pas revenu dans la station et elle n'aurait pas sauvé le monde, elle n'aurait pas récupéré les données de Cooper, elle n'aurait pas sauvé le monde. Donc en fait, c'est des trucs subtils en termes de scénario, c'est magique, genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que t'aimes bien ce film. Ouais, Après, vraiment, c'est j'aime. subtil, Bah, c'est subtil. Ouais. Je trouve ça subtil. Je pense qu'on peut débattre sur le mot subtil. Non, moi, je trouve ça Chez subtil. Nolan, on peut. Ouais, bon. Bah, quand tu vois tout ce que fait Nolan, là, tu peux. Ça, c'est du subtil. C'est pas le film le moins subtil de Nolan. C'est vrai qu'il y a Le Prestige. Ah, toi, t'as pas Le Prestige, toi? Je déteste. Ouais, il est trop bien. Hein, C'est waouh. horrible, c'est horrible. Ouais, il est trop bien. Ah bah du coup, en Mais, fait, là où je voulais rebondir vis-à-vis de cette question, c'était que, encore une fois, ce qui a sauvé tout ce petit monde-là, et en fait, ce qui a rendu la chose très humaine, puisqu'encore une fois, il parle de quantifier l'amour, etc. En fait, l'amour est au centre de l'histoire, c'est l'égoïsme. Puisque c'est l'égoïsme de Cooper, de vouloir sauver sa fille au prix de l'humanité potentiellement, qui a sauvé l'humanité. Donc en fait, comme dans Retour vers le futur 2 potentiellement, puisqu'on a découvert que c'était peut-être grâce à l'égoïsme d'Emmett qu'il voyage dans le temps, etc. L'égoïsme de Scrooge, l'égoïsme ancien, nouvellement devenu résignation de Phil, et du coup l'égoïsme de Cooper. À chaque fois qu'il y a une histoire de temps, il y a une histoire d'égoïsme. Bien sûr. Et du coup, on peut aller sur une conclusion peut-être. Tout à fait. Non, t'as bien conclu. Je En sais fait, pas ce qu'on peut vraiment dire de plus parce qu'on a un peu conclu sur chaque film. Donc, on parlait d'effroi et on parlait de, mais de fascination. Dans tous les films, il y a à la fois une terreur qui n'est pas de la même chose forcément, hein, mais le temps fonctionne toujours comme quelque chose d'enfermant et quelque chose qu'on peut pas altérer.
Ah, Ou alors qu'on peut altérer, mais parce que dans le cas d'Interstellar, vie de victime, quoi. mais le temps. Globalement, c'est une prison et on peut pas faire grand chose, on la subit. Exactement, on subit le temps. Donc le temps est effrayant de par notre incapacité à réagir contre. Et en même temps, c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire si on le maîtrise et si on sait comment il fonctionne. Pas qu'on le maîtrise, parce qu'on peut pas le maîtriser, mais qu'on sait comment il fonctionne. Et dans Retour vers le futur, on peut le maîtriser avec une DeLorean. Dans le drôle de Noël de Scrooge, on peut le maîtriser en devenant un peu plus sympa. Et en contrôlant peut-être la suite, surtout là, pas forcément le temps, mais la mort pour le coup, en contrôlant le souvenir qu'auront les gens de toi. Et l'inverse, dans Un jour sans fin, le fait qu'il n'y ait plus de temps fait qu'il n'y a ni peur, ni envie. Oui, mais du coup, il y a plus de vie en gros. Il y a plus de vie, il y a des abusements. Des abus, je sais pas comment on dit. Je sais pas quel mot. En tout cas, il est désabusé. Le personnage est désabusé. Voilà. Et je pense que c'est intéressant de dire que, un peu comme de l'avidité, le temps, quand on n'en a pas, on est terrifié. Quand on est embarqué dedans sans le maîtriser, on est terrifié. Par contre, au moment où on peut le manipuler, on devient égoïste en fait. Que ce soit pour protéger nos proches, que ce soit pour obtenir peut-être une meilleure vie. En fait, dans tous les cas, il y a un côté améliorer ce qui serait détruit ou ce qui serait abîmé à un moment ou à un autre. Et avidement et égoïstement, en fait, le temps, dès l'instant où on peut se l'approprier, tout le monde va se battre pour, quoi. Le temps, c'est de l'argent. Bien vu, très bien vu. Il faut l'avoir là, ouais. Bon, après, c'est une phrase assez répandue aussi. Ouais, c'est connu, ouais, mais pour une fois, on parle pas ni de religion, ni d'espoir. C'est vrai. Mais en fait, je trouve que l'égoïsme est un sujet. Pour moi, il y a l'espoir dans Quand on parle pas de religion, on parle d'humain de toute manière. Le cinéma, ça arrive toujours. Ça reste un sujet très global. On regarde pas forcément des films sur les chiens. C'est vrai. Mais on fera bientôt un épisode sur les chiens, peut-être. Non, mais pas ceux humanisés. Genre plutôt Beethoven. Ouais, ou, pas Didier. Non, voilà. D'accord. Oh, t'es Interstellar à Didier, frère. On est où là? C'est vraiment pour ce podcast que je me suis pas laissé embarquer dans mes émotions, histoire que pour le bien de la discussion, je sois un petit peu chiant. Mais c'est vrai que si je m'étais écouté face à mes émotions devant Interstellar, j'aurais été plus touché. Oh. T'as eu des petits moments où la larme a failli couler? Ah, merci de reconnaître ça. Merci de reconnaître ça. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est un film qui apporte beaucoup d'émotions. Et c'est le cinéma de Nolan. Voilà. Mais c'est quand même pas un film que j'aime parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me déplaisent. Ok. Merci Gauvin pour ton honnêteté. Même si on n'est pas d'accord, mais c'est. Non, mais y a pas de souci. C'est le principe du podcast. Ce moi, serait chiant de sur voir dans les commentaires qui sera d'accord avec moi. Et bah écoutez, n'hésitez pas à laisser effectivement des petits commentaires sous cet épisode si vous êtes d'accord ou pas avec nous, si vous avez. Et soyez d'accord, soyez d'accord. Soyez d'accord avec Dorian, sinon ça va. Non, mais voilà, s'il y a des choses que vous avez envie. C'est important. S'il y a des choses que vous avez envie de partager sur les films ou si vous avez je sais pas, peut-être des conseils, s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis bah écoutez, on va se laisser là et on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. Ouais, c'est ciao.